Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à ce nouveau rendez-vous, mais qui est un rendez-vous annuel. Hein, vous le savez, pour certains d'entre vous, vous revenez tous les ans, donc on reconnaît toujours certains visages. Merci à ceux qui sont présents, merci à ceux qui sont connectés aussi en ligne, puisqu'il y a la possibilité de le suivre en direct pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont loin, bien sûr. Alors la Fondation Analgesia, bon, d'ordinaire, ce n'est pas moi qui suis sur la scène. Là, j'essaie de me substituer au professeur Alain Chalier, qui est le président de la Fondation Analgesia, qui ne peut pas être là avec nous ce soir. Je peux bien vouloir l'en excuser, donc je vais essayer de le remplacer correctement et puis de pouvoir vous présenter cette soirée. Alors la Fondation Analgesia, certains d'entre vous la connaissent, peut-être pas tout le monde. Hein, c'est une fondation qui est certes géographiquement basée à Clermont-Ferrand, mais c'est une fondation qui a vocation à soutenir sur tout le territoire la recherche sur la douleur, notamment la douleur chronique, puisque c'est là qu'on a le plus de problématiques, bien sûr. C'est une fondation qui a été créée par le professeur Alain Chalier en 2016. Voilà, qui commence à être bien installée dans le paysage de la recherche sur la douleur chronique et la recherche médicale au sens un peu plus large. Voilà, donc cette fondation, bien sûr, elle a différentes missions, soutenir la recherche, vise à améliorer le soulagement des patients, à travailler sur l'accompagnement aussi des patients qui souffrent de douleurs chroniques, en développant notamment plus largement des outils de santé numérique. C'est assez nouveau, ça commence à être nouveau, on en parle beaucoup depuis quelques temps, mais il n'y a pas beaucoup d'outils qui sortent réellement, et donc cette fondation travaille beaucoup au développement d'outils de santé numérique pour essayer de proposer autre chose que des médicaments, puisqu'on a beaucoup de mal à trouver de nouveaux médicaments, vous le savez sûrement. L'innovation pharmacologique est en berne dans le domaine de la douleur chronique, donc il faut trouver d'autres stratégies, et puis de toute façon, le médicament n'est pas la solution unique pour prendre en charge la douleur chronique. Voilà, donc c'est une fondation aussi qui a vocation à informer bien sûr le grand public, à travailler, à sensibiliser aussi le grand public autour de la problématique de la douleur chronique, qui concerne quand même, alors certains disent 12 millions, certains disent 20 millions. Cette semaine de la journée mondiale de la douleur, on voit les chiffres de manière exponentielle, mais enfin bon, c'est beaucoup, quoi. Que ce soit 12 ou 20 millions, peu importe, c'est beaucoup trop quoi qu'il en soit, et surtout c'est beaucoup de patients qui sont mal soulagés, parfois pas soulagés et qui ont une souffrance extrêmement importante, qui n'est pas assez malheureusement visible pour parfois les autorités, et parfois même les soignants, il faut aussi le reconnaître, et qui est difficile à mesurer bien sûr. Donc c'est quelque chose sur lequel la Fondation s'attache à essayer de sensibiliser, d'informer le grand public, et puis de travailler aussi à former parmi ces différentes missions. Et elle développe aussi des outils pour travailler, par exemple, sur le bon usage de certains médicaments qu'elle va distribuer auprès des médecins, etc., dans des séminaires, dans des congrès, etc. Donc c'est assez large le champ de la Fondation. Et puis il y a cette journée mondiale contre la douleur, qui est probablement plus qu'une journée, parce qu'il y a plein de manifestations qui ont lieu. Il y en a deux en ce qui nous concerne cette fin de semaine, qui a lieu tous les ans. Et on tient tous les ans à faire cette journée-là, parce que finalement elle est très bien suivie. Et elle permet de se remobiliser et puis de vous tenir un peu au courant de ce qui peut se faire dans ce domaine-là. Je ne vais pas être plus long et on a fait un choix cette année. L'équipe de direction, le bureau a fait le choix de donner la parole aux patients. Parce que finalement, au centre de toutes ces questions, quand même, il y a les patientes et les patients, bien sûr. Et donc, on collabore, on travaille, et puis on est en contact des patients et des patientes, parce qu'aujourd'hui ce sont deux patientes qui ont accepté de venir animer et vous présenter ce qu'elles faisaient, leurs différentes actions, en tant que patiente certes, mais au-delà même de ce statut de patiente, elles sont actrices de leur prise en charge et probablement de la prise en charge aussi d'autres patients. Alors je vais leur demander de me rejoindre. Violette Duval, qui est présidente de l'association Move as Possible. Viens Violette, mets-toi où tu veux, peu importe. Move. Et puis
Camille Raka, qui est présidente de l'association Draw Your Fight et qui est une étudiante en médecine aussi, qui vient de passer des examens, donc qui est totalement détendue là, parce que elle a passé des... Hein? Si, quand même. Ben oui. Elle a passé les 6e années de médecine, elle vient de passer ses examens, la première partie, ce qu'on appelait l'internat avant, ça ne s'appelle plus comme ça. Voilà, et qui donc est extrêmement, au-delà de ses études de médecine, qui sont conséquentes, on le sait, mais a une implication très forte. Aussi pour travailler autour de la place des patients et comment on peut aider les patients, les mobiliser et les aider autrement que par des approches purement, on va dire, médicales. Violette, elle est plutôt, je vais vous raconter un petit peu, Violette, c'est le mouvement. Violette, c'est une aventurière, elle a fait le tour du monde. Donc, elle vous racontera son voyage qu'elle a publié dans un livre, d'ailleurs. Tu le représenteras, tu parleras du livre. Oui, c'est ça, je vais en parler. Ok, donc j'en dis pas plus. Donc, chacune d'entre elles va nous faire une présentation de ce qu'elles font pour essayer d'aider des patients qui souffrent de douleurs. Et puis ensuite, il y a le professeur Noémie Delage, qui est professeur de médecine de la douleur au centre de la douleur du CHU de Clermont-Ferrand, qui les rejoindra, et puis toutes les trois elles participeront à une table ronde où elles échangeront un peu sur justement le rôle que peuvent jouer les patientes et les patients comme ça, qui s'impliquent à la fois à l'extérieur de l'hôpital, mais qui peuvent jouer aussi à l'intérieur de l'hôpital, après tout. Il peut y avoir des places différentes et des rôles différents à jouer, même si ce n'est pas encore trop développé, mais on parle beaucoup des patients experts, des formations pour les patients experts, etc. Alors, qu'est-ce que c'est un patient expert? Je ne sais pas, peut-être qu'on pourra en parler. Il faudra donner une définition, mais il y a des services qui, je le sais, font venir des patients dans leur service pour animer des groupes, organiser des actions, etc. Ça se fait de plus en plus, pas uniquement dans la douleur, ça se fait dans plein d'autres disciplines. Voilà, et puis ensuite, après cette petite table ronde, on vous proposera de poser des questions. Donc vous avez sur vos tables des petites fiches. Notez les questions assez succinctes, pas trop longues, s'il vous plaît. On essaiera de prendre un maximum de questions, celles qui touchent le plus de monde. On ne pourra peut-être pas poser toutes les questions, on verra, mais n'hésitez pas à les noter, on passera à les récupérer, et puis à la fin, on posera les questions à nos trois invités. Je crois que je n'ai rien oublié. Je regarde la patronne. Elle ne me regarde pas, donc c'est bon. J'ai rien oublié, elle dit c'est bon. Parfait. Donc je passe la parole alors, dans quel ordre? C'était Violette qui devait commencer? Je crois, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Je passe la parole à Violette, et puis ensuite Camille, et puis Noémie les rejoindra juste après. Okay, merci Violette. Tu veux le faire avec? Bonsoir à tous. Donc, moi je m'appelle Violette Duval. Je vais vous parler donc du coup de mon parcours un peu d'aventurière et de marcheuse. Donc en fait, et puis de maladie malgré tout. Donc moi en fait, à l'âge de 8 ans, je décide de faire du basket et vraiment c'est ma passion. À l'âge de entre 12 et 14 ans, je fais du haut niveau et je rentre donc, je suis basketteuse professionnelle et suite à ces 2 ans finalement de sport de haut niveau, j'ai des grosses douleurs sous les pieds. Et finalement, ces douleurs sous les pieds, personne va trouver ce que j'ai, et on va commencer à me dire que c'est dans ma tête. Donc, à 14 ans, quand on vous dit que c'est dans votre tête, alors que vous avez toujours voulu, que vous avez envie d'être sportif de haut niveau, que j'allais rentrer en sport-études, et qu'en plus, il faut savoir que moi, mon rêve, c'était de devenir Michael Jordan. Mon rêve s'effondre un peu. Je ne crois pas les médecins et je continue. Et je me dis, je vais leur montrer que c'est possible, mais au final, je passe un tas d'examens, j'ai jamais rien, et donc on continue à me dire que c'est dans ma tête. Je suis obligée d'arrêter le basket totalement, le sport totalement, j'arrive pas, j'essaie de reprendre, mais ça fonctionne pas. J'ai trop de douleurs sous les talons et sous les pieds.
Et personne ne trouve ce que j'ai. Je vais voir divers spécialistes, j'ai jamais rien. Donc je continue mon parcours. Je vais à la fac, j'ai un beau diplôme, j'obtiens un diplôme d'auditrice comptable. Je travaille 2 ans pour un gros cabinet d'audit, et puis au bout de 2 ans, là, par contre, c'est tout mon corps. J'ai mal vraiment partout. J'ai des douleurs dans la face, je sens plus ma face et j'ai l'impression d'être écrasée par la douleur tellement j'ai mal. Et là, je vais voir un médecin parce que c'est vrai que je dors plus, la douleur elle m'écrase et je suis vraiment pas bien. Et ce qui se passe, c'est que je retombe sur un médecin qui va me dire c'est le stress, ça doit être la fatigue, le surmenage, c'est dans votre tête, je pense. Donc, encore une fois, je suis un peu sceptique, donc je vais voir un second médecin qui, lui, a une autre vision des choses. Pour lui, c'est plus un problème de déséquilibre du corps et du dos, en fait. Comme j'ai fait du sport de haut niveau et que j'ai arrêté d'un trait, en fait, tout le sport, il considère que c'est peut-être un problème de déséquilibre musculaire. Donc il me fait intégrer en fait un centre de rééducation. Donc à l'époque je suis au Mans, donc un centre où en fait c'est une clinique du dos. Donc c'est un super programme, mais le problème c'est que je vais vite voir que c'est pas trop adapté et que je suis tellement en souffrance que j'arrive pas à faire les choses. En fait ce programme ça va être de l'ergothérapie, donc on apprend à faire les gestes, comment par exemple porter un sac, comment mettre dans un caddie, parce que par exemple c'est hyper douloureux. Enfin, on apprend des bases que j'avais plus et qui sont hyper intéressantes, mais le sport, j'arrive pas à faire le sport qu'on me demande. Et la kiné, la kiné balnéo, j'arrive à suivre, mais j'arrive toujours pas à suivre. Je commence à regarder un petit peu sur internet de quoi il pourrait s'agir. Il y a le mot, la maladie fibromyalgie qui ressort. J'en parle au médecin du centre qui ne veut pas en entendre parler. Donc je me dis, je vais y aller de moi-même. Je suis allée voir un spécialiste à Paris qui, au bout de 5 minutes, me dit qu'en effet, j'ai ça. Alors, il faut savoir qu'on passe plein de diagnostics, on fait plein d'examens, il n'y a jamais rien. Et à un moment donné, on a des points douloureux, il nous examine et il nous dit c'est un peu un examen de fil en aiguille, on arrive au fait que vous avez la fibromyalgie. Et donc moi j'ai tous ces examens-là, donc j'arrive et il me dit au bout de 5 minutes j'ai ça. Donc c'est un grand soulagement. Mais à la question, je lui dis mais que dois-je faire docteur ? Il me répond restez active et voir avec votre centre antidouleur. Alors là, j'avoue que le rester active, alors que je peux plus rien faire, que je suis alitée, j'essaie de continuer à travailler, mais c'est très compliqué. Quand je suis au centre, de toute façon, je suis mise en arrêt et je fais que le centre de rééducation. Mais je suis vraiment pas bien. Et donc, j'entends vraiment pas son rester active. Vraiment, je le prends très mal. Et je rentre avec ce papier. Je suis quand même contente d'avoir le diagnostic, puisque depuis que j'ai 14 ans, on me disait que c'était dans ma tête, mes pieds. Et donc, non, c'est lié à la fibromyalgie. Donc, pour le coup, c'est un soulagement. C'est un soulagement aussi d'avoir une maladie, d'avoir un mot sur cette maladie. Donc je décide, je vais revoir le centre. Le centre commence à me donner des traitements importants. Et puis ce qui se passe, c'est que je vais être en arrêt total parce que je ne peux pas suivre le centre de rééducation, c'est pas adapté. J'y arrive pas, je suis pas bien. Et là, en fait, mon arrêt de travail va être refusé par la sécurité sociale. Donc je vais passer devant un médecin du travail, un médecin de la sécurité sociale, qui va me dire, en fait. Demain, vous devez retravailler. Et là, en fait, c'est la douche froide. Je peux plus parler. Là, je suis bloquée et je comprends pas en fait ce qui m'arrive. Et là, je sais qu'elle a signé mon licenciement et que c'est fini pour moi l'audit. Je comprends très rapidement que je pourrai jamais reprendre l'audit financier et qu'il va falloir que. Là, je me dis, j'ai 25 ans, j'ai des douleurs comme ça. La sécurité sociale, j'apprends à mes dépens qu'elle reconnaît pas la maladie. Et je me dis, mais ça va être compliqué, quoi. Donc finalement, à 25 ans, je reviens chez papa-maman, voilà. Merci papa-maman. Et puis, ce qui se passe, c'est que je suis suivie du coup en centre antidouleur, donc je ne travaille plus, clairement.
Et j'ai un kiné que j'ai depuis très longtemps qui me suit. J'ai eu divers problèmes, des petits problèmes, mais voilà, donc, notamment une scoliose, donc je l'avais traité avec lui. Et moi, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, c'est quoi ton rêve? Et là, je lui dis, bah, moi, mon rêve, c'est de faire un tour du monde. Et en fait, il me dit, mais c'est une super idée, il y a que lui qui croit, moi aussi. Et quand j'en parle dans ma famille, c'est très compliqué, mais en fait, je me mets en tête que je veux faire un tour du monde. Et cette idée, elle va rester, et donc je peux pas faire grand-chose. Au début, mon kiné peut pas me toucher, de toute façon, j'ai trop de douleurs. Et puis, au bout de 2 ans, en fait, j'arrive à réaliser ce rêve. Et en fait, je me retrouve, du coup, à partir... Donc, en Asie, du coup, je traverse l'Asie, je travaille en Océanie, truc que j'aurais jamais pu penser que j'allais réussir à faire tout ça. Je m'aperçois finalement que la marche me fait du bien. C'est de là, en fait, je me passionne pour la photo. Je fais plein de rencontres humaines. Je me rends compte aussi qu'on se plaint beaucoup en France et que finalement, il y a des gens qui n'ont rien et qui ont toujours le sourire. Donc, ça me fait relativiser et puis je continue. Et bon, j'ai plus d'argent en Asie, donc je pars en Australie travailler. Il y a des working holiday visa. Et en fait, ça va avec la chaleur, la marche, j'arrive un peu à... Et surtout, en fait, je m'apercevrai plus tard, la nutrition, en fait, je me sens mieux, parce que j'ai pas du tout le même régime alimentaire. Et puis, je continue, et arrivé en Polynésie, je me dis, je vais quand même rentrer, ça fait 3 ans et demi, j'ai le mal du pays, je rentre. Et là, je rentre avec un avenir que j'avais pas du tout à 25 ans, là, donc j'en ai 28, et je rentre avec cette idée vraiment de devenir réceptionniste et puis de continuer à marcher, que ça devienne mon équilibre en fait journalier. Il faut savoir que en fait, je marche 1 heure par jour ou au moins une demi-heure tous les jours pour régulariser en fait le fait qu'on est toujours en position statique. Moi, dans mon métier de réceptionniste, je peux alterner, donc ça c'est l'avantage. Mais debout, assis, mais moi, ce sont les positions les plus contraignantes et les plus difficiles en fait à gérer. Donc je continue et puis j'ai l'envie de repartir voyager, voilà. Donc je repars en Amérique du Sud et là en fait je vais faire une rencontre assez intéressante, c'est que je vais rencontrer en fait un Américain qui lui fait un tour de monde à pied avec une poussette et un chien. Et en fait moi j'ai toujours voulu faire un projet tout à pied, mais je peux pas avec le sac à dos, j'ai trop de douleurs. Et là, vraiment, je me dis, c'est une super idée. Et de là naît le projet de marcher 6700 km à pied pour la fibromyalgie, en fait. Non, j'ai pas compris encore. Donc là, en fait, ce qui se passe, donc j'ai ce projet en tête, je mets quand même 1 an à le monter. Au début, je pense que je vais partir peut-être que 6 mois, hein, et puis au final, ça va durer 1 an. Donc voilà, j'ai ma poussette qui est là, donc elle s'appelle Huguette, je l'ai nommée. En fait, cette poussette, ça représente l'invisible, en fait, le poids du handicap invisible et de la fibromyalgie. Et je vais partir du Mont-Saint-Michel parce que je suis normande à la base et je vais longer quasiment tout le littoral pour arriver jusqu'à Marseille, qui est un peu ma ville de cœur. Donc dans ce projet, en fait, je vais vite me rendre compte. Au début, je me suis dit, je vais le faire un peu pour moi, et en fait, je me suis vite rendu compte qu'il y avait une énorme demande, que c'était un peu encore les mêmes choses 10 ans après, en fait, parce que ça faisait 10 ans en fait que j'avais subi un peu la maltraitance médicale, dans le sens où les médecins nous renvoient que c'est dans notre tête, qu'on n'a rien, qu'on affabule, des fois c'est même des mots choquants, et là en fait les gens me disent la même chose et je suis assez vite médiatisée, donc en fait je me dis vraiment il faut que je le fasse à 100%, il faut que je sensibilise, il faut que j'arrive à médiatiser la cause et que j'arrive à faire reconnaître cette maladie et qu'on en parle, quoi. Donc vraiment, je me donne à 100%. Je m'aperçois très vite que c'est quand même complexe de marcher à fond, voilà. Et puis surtout le poids. En fait, j'ai pas le poids du sac à dos, mais j'ai le poids de la poussette. Mais voilà, je fais des super rencontres. Et puis arriver en fait, non, je vais pas y arriver. Hop.
Ah, ça c'était pas tout de suite. Voilà. Excusez-moi pour les diapos, je suis un peu perdue. Donc en fait là, ce qui se passe, c'est que je mets en tête d'arriver à Marseille. J'arrive à Marseille, tout se passe bien. Et finalement, je me dis je vais arrêter le projet là parce que ça fait déjà 1 an que je suis sur ce projet, 1 an que je l'ai préparé, c'est des années de vie voilà où j'ai fait que ça. Voilà. Et en fait, il y a un éditeur qui vient me voir et qui me propose d'écrire un livre. Et là, en fait, première fois, je lui dis non, je sais trop ce que c'est d'écrire, c'est trop long. J'ai écrit des textes sur mes voyages précédents, ça m'a pris 6 mois. Non, j'ai pas la foi pour faire ça. Et puis, il revient vers moi 6 mois plus tard, et puis je lui dis ok, alors je fais ça, et je vais refaire 1000 km à pied. Pour aller jusqu'à Marseille et déposer ce livre en fait, donc faire Marseille-Paris et déposer ce livre donc au ministère et essayer toujours de faire reconnaître cette maladie, qu'on sensibilise et également d'aller voir en fait à force de témoignages, je m'aperçois qu'il y a une solution qui serait intéressante. C'est à base de 4 piliers avec de la nutrition, de l'ergothérapie, de la kiné, de la PA, la marche. Plus, il y a un rapport de l'INSERM qui, en 2020, dit que l'activité physique adaptée est bonne pour cette maladie. Donc plus un médecin, plus un psy, plus des addictologues, parce que je m'aperçois qu'il y a une énorme dépendance aux médicaments. Donc tout ça, en fait, je suis sur le terrain, je récolte des informations et je me dis, voilà, je vais faire témoigner aussi des médecins spécialisés dans la fibromyalgie, faire une web-série et aller montrer ça, cette solution pluridisciplinaire, aller la présenter donc au ministre de la Santé. Bon, franchement, j'y crois pas vraiment. Voilà. Et puis, il y a aussi une chose que je veux intégrer, on en a parlé tout à l'heure, c'est les patients experts et l'éducation thérapeutique du patient. C'est quelque chose dont on ne parle pas et c'est hyper intéressant. Et voilà, donc c'est ça que je fais ces 1000 km avec cet objectif d'arriver au ministère. Jusqu'au dernier jour, on n'a pas du tout. J'arrive le 12 mai 2022, qui est la journée mondiale de la fibromyalgie. Et en fait, ce jour-là, quand j'arrive, on va d'abord à l'Élysée poser le livre. C'est assez compliqué quand vous arrivez avec une poussette face à l'Élysée. Très vite, la police avec 20 personnes qui ont des béquilles, qui marchent avec vous. On est vite passé pour des terroristes, mais très vite, en fait, on a réussi à négocier, on a réussi à poser le livre, et après, on est allé au ministère, et jusqu'à la dernière minute, en fait, je ne sais pas que je vais rentrer au ministère, et en fait, à 17h, j'ai un coup de fil du conseiller de la secrétaire du conseiller du ministre qui me dit mais on vous attend en fait. Pardon. Donc en fait voilà, là j'apprends à 17h que je suis à la bourre et que je suis attendue au ministère. Donc j'arrive au ministère presque en courant. Je sais, franchement j'ai moins de stress à parler que quand j'étais au ministère et je suis reçue. Donc c'était justement la photo. Voilà. Donc je donne mon livre au conseiller du ministre. Le conseiller du ministre m'explique que finalement cette maladie, eux également sont impuissants. Donc je m'aperçois que toute la chaîne en fait, que ce soit du patient jusqu'au médecin, jusqu'au ministère, ils sont impuissants face à cette maladie, qui reçoivent énormément de courriers, qui savent pas quoi faire. Donc moi je lui expose, je lui dis qu'il faudrait reconnaître la maladie, qu'il faudrait monter ce programme pluridisciplinaire. Enfin voilà, j'essaie de faire passer la cause, d'en parler. Et il prend quelques notes, mais c'est vrai que je sens que en fait il m'encourage à continuer. Alors j'ai fait 7700 km à pied, je suis un peu déçue, je suis arrivée au ministère, mais j'ai pas obtenu la reconnaissance, sachant que la reconnaissance, très, très clairement, tout pendant qu'il n'y aura pas de biomarqueur, on ne sera pas reconnu, à mon sens, c'est ce que me dit le conseiller du ministre. Donc je laisse un peu le temps passer, et puis je me dis finalement, j'avais rencontré plein de personnes sur la route, mais j'ai rencontré Tiffany et Pierre, et on monte une association qui s'appelle Move as Possible. Donc on est tous convaincus que le mouvement est bon pour la santé et pour les douleurs chroniques. Donc on décide de monter en fait cette association. Et puis, donc cette association, c'est une association qui sensibilise.
majoritairement donc à la douleur chronique, mais c'est également une association qui veut montrer que c'est possible et que l'aventure est possible. Donc cette année, en fait, je suis partie avec donc Virginie qui est le plus à gauche, donc il y a moi, il y a Virginie, Délisia et Stéphane, c'est les compagnons de Virginie. On est parti faire un trek. Il faut savoir que Délisia et Virginie, elles ont également la fibromyalgie, et on a fait ça pour la journée mondiale de la fibromyalgie. On est parti donc faire un trek de 2 jours, et notre but c'était de montrer qu'on était capable de le faire. Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que les filles, elles avaient un manque de confiance en elles dû à plein de choses, et elles ont réussi. Et elles sont reparties après. Donc ça, voilà, en fait, nous, c'est de montrer que via l'association, c'est possible, mais après, il faut s'entraîner et surtout, il faut être bien accompagné. Et c'est le manque de formation et de sensibilisation à cette maladie qui en fait que c'est compliqué pour les patients. Mais si on prend bien en charge les patients, en fait, il y a des possibilités. Donc c'est vraiment montrer que c'est possible. Et puis on a un deuxième axe qui est, ça commence à partir d'aujourd'hui, même si je ne suis pas venue en van, mais on a un van tour cette année, donc je pars sur les routes pour aller voir un peu les initiatives qui sont un peu spéciales pour la douleur chronique. Le van, parce que je suis une aventurière et que c'est dans mon sang. Et puis mon but, c'est d'aller voir des associations, c'est de partir... d'aller voir des associations, d'aller voir des initiatives innovantes. Par exemple, je vais aller voir une olfactothérapeute, je vais aller voir une sonothérapeute, je vais voir des assos, je vais voir un programme qui s'appelle le programme FIMOVE, par exemple, qui est un programme spécifique pour la fibromyalgie, donc à Saint-Étienne. Enfin, c'est essayer de recenser et référencer les solutions qui existent, parce que en fait, on s'aperçoit qu'à côté de chez nous, parfois, il y a des choses, mais en fait, on n'a pas les infos. Donc, mon but, c'est de créer cette carte et d'aller à la rencontre de ces personnes, d'essayer aussi de mettre les gens en mouvement, de les aider, d'organiser des marches. Donc c'est un peu tout ça. Et on le fait donc en collaboration en partenariat avec Camille de Draw Your Fight. D'ailleurs, c'est son œuvre, voilà. Et on emmène donc des livrets de sensibilisation que vous avez là sur vos que vous avez dans les mains. Et que dire de plus, c'est déjà pas mal, voilà. Et puis, oui, si tu veux, vas-y, ajoute. Juste pour dire, je sais que tu as parlé un peu d'éducation thérapeutique, mais je pense que c'est peut-être intéressant de préciser le terme. En fait, ça permet aux patients d'apprendre à mieux vivre avec sa maladie, avec ses traitements, et aussi au quotidien, savoir ce qu'il faut mieux, par exemple, fractionner les activités que tout faire d'un coup. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de collaborer avec Move as Possible, parce que justement, moi je suis étudiante en médecine, mais j'ai jamais eu d'éducation thérapeutique dans mon parcours de patiente, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous accompagner dans la sensibilisation, parce que ça c'est vraiment notre action. Moi c'est pareil, le TP, j'en ai jamais eu l'éducation thérapeutique du patient. Comment gérer la douleur, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui manque en France, donc j'espère que dans l'avenir, ça va se faire. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Merci Violette pour cette présentation de ce parcours, de ce road trip qui continue en fait. Je m'arrête pas, non. Non, faut pas s'arrêter. Parfait. L'éducation thérapeutique, la difficulté, c'est de donner accès au maximum de personnes à l'éducation thérapeutique, parce que les groupes d'éducation thérapeutique, il y en a, mais probablement ça ne permet pas de répondre aux besoins et au nombre de patients qui pourraient y prétendre. Adapté à la douleur chronique, il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y a pas tant que ça, mais quand il y en a, de toute façon, ça ne permet probablement pas de répondre déjà au nombre de patients. Donc c'est vrai qu'il faut trouver... il faut mieux faire, on est d'accord, de toute façon. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Camille, on enchaîne sur... Vous avez vu déjà qu'elle est étudiante en médecine, mais déjà elle explique l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est, définition... Ça revient vite. Ça revient vite. Les cours sont pas loin. Voilà, c'est ça, surtout aujourd'hui. Alors, comment ça marche ? Ah, super. Génial. Alors, je prends juste la bonne main et j'y vais. Alors, moi, c'est Camille, je suis étudiante en médecine en 6e année et je vis avec des douleurs chroniques depuis 7 ans bientôt. Mes douleurs, moi, elles sont dues à une opération chirurgicale qui ne s'est pas très bien passée et qui font qu'aujourd'hui, j'ai des douleurs et que malheureusement, elles sont résistantes à beaucoup de traitements médicamenteux et ce qui m'handicape au quotidien.
Et en fait, de cette histoire, de mon parcours, j'ai décidé un peu d'en faire autre chose. Moi, j'ai toujours aimé dessiner. Et en fait, j'ai vécu la même chose que Violette. Que ça soit des proches qui ne croient pas forcément en ce qu'on ressent, et aussi des médecins. Voilà. Et c'est vrai que j'ai essayé un peu d'axer mon parcours sur ça. Moi, j'ai vécu aussi des violences médicales, mais aussi physiques. Et donc, un peu rebellée face à ça, j'ai décidé de me lancer en médecine en disant je ne veux pas que les patients vivent ce que moi j'ai vécu. Et donc, je suis rentrée en médecine, on m'a dit que j'y arriverais pas, j'ai réussi. Et donc, au final, j'ai créé Draw Your Fight pour représenter le vécu de ceux qui vivent avec un handicap invisible. Donc dans mon cas, c'est la douleur chronique, mais ça peut être plein de choses. On s'adresse notamment aux troubles psychiques, on fait les maladies comme la spondylarthrite, ça donne des douleurs, l'endométriose, voilà, on fait beaucoup. En fait, tous les maux invisibles qui peuvent être handicapants. Et donc, voilà. Donc, de tout ça, de mes études, mais aussi de ma passion du dessin, j'ai fait un peu beaucoup de choses. Et donc, vous pouvez notamment découvrir sur vos tables les livrets d'information, parce que notre but, c'est d'informer et sensibiliser. Donc, c'est moi qui fais les dessins, mais on travaille toujours avec des équipes médicales, notamment sur la douleur avec le Centre national ressources douleurs. Mais on a aussi des interventions en entreprise, parce qu'on sait qu'il est difficile d'accéder à l'emploi quand on a des douleurs. Moi, je vois que dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de barrières liées plus en fait aux a priori qu'avaient les gens sur moi, que vraiment ma maladie, mon handicap en fait. Par exemple, moi je suis étudiante en médecine, souvent on va penser que les médecins sont très compatissants et à l'écoute. Pas du tout. La majorité en fait ne veulent pas vraiment de nous dans les services et pensent qu'on est un peu des bras cassés et qu'on gêne un peu. Et moi j'ai par exemple une amie qui a été invalidée son stage juste parce qu'elle était handicapée. Donc voilà, pour moi l'emploi c'est important et moi au quotidien je me bats pour finir mes études et aussi montrer, comme disait Violette, que c'est possible parce qu'on m'a dit longtemps que ce ne l'était pas. Et ensuite on a une exposition qui est itinérante, qui représente les témoignages des personnes touchées parce que comme disait Violette, en fait c'est parfois difficile de trouver de l'écoute parmi les professionnels, mais aussi auprès de nos proches et de la société en général. Et souvent, moi, en tout cas, l'impression que j'avais, c'était lié au fait que c'était invisible. Parce que là, j'ai une béquille, mais mon handicap a été invisible pendant plus de 6 ans. Donc, je sais très bien ce que c'est de ne pas être cru, parce que ça ne se voit pas. Et même quand ça se voit, au final, c'est pas si cru que ça. Parce qu'en fait, la douleur, c'est souvent minimisé au final, parce qu'on ne peut pas la percevoir, on ne peut pas la ressentir quand on n'est pas la personne. Et c'est vrai que sourire, souvent, passe par le fait de dire « Ah, si tu souris, c'est que ça va ». Donc voilà, cette exposition, c'est un peu ça. Elle voyage dans toute la France. Là, elle est à Marseille, mais avant, elle était à Paris, à Lyon. On l'installe dans les hôpitaux, dans les entreprises. Le but, c'est de partager les témoignages des personnes qui sont touchées. Et voilà, c'est important pour moi pour essayer de porter le message qu'on peut être jeune et en situation de handicap et que dans la majorité des cas, 80% des cas, ça ne se voit pas. Ça, justement, on parle éducation thérapeutique parce que moi, j'avoue qu'en tant qu'étudiante en médecine, j'aime beaucoup l'éducation thérapeutique. J'aurais bien aimé en avoir quand j'étais patiente. La première fois, on m'a prescrit des médicaments pour la douleur. Les traitements font pour les douleurs neuropathiques. J'avoue, j'ai rien compris et j'ai pas pris parce que je comprenais pas en fait pourquoi je devais le prendre. En plus, j'ai eu le merveilleux plaisir de tomber sur un médecin qui m'avait pas prévenu que ça pouvait donner des troubles de mémoire, sauf que j'étais en première année. Et la première année est un concours en médecine. Donc quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu perte de mémoire, j'ai dit « Oups, ça va pas être pour maintenant ». Et donc voilà, pour moi c'est important d'apporter cette aide-là. Et je sais que, comme on le disait au début, les soignants malheureusement sont débordés aussi. Et c'est compliqué pour eux de trouver les moyens de faire de l'éducation thérapeutique aussi.
Et donc, nous, justement, on collabore avec les hôpitaux pour les aider, notamment à créer les ateliers. Notamment, là, on a fait avec la Riboisière. Vous voyez un petit jeu qui s'appelle Cartagique. C'est un jeu sur les traitements de la douleur chronique, à la fois médicamenteux et non médicamenteux. Et en fait, c'est un jeu de cette famille, en gros. Vous avez, pour ceux qui sont en présentiel, j'ai ramené les cartes, vous pourrez venir voir si vous voulez à la fin, mais c'est vraiment simple et le but, c'est de permettre aux patients de s'informer sur la prise du médicament, pourquoi on le prend, comment il marche, voilà. Et le but, c'est que ça soit joli quand même, donc j'ai fait des illustrations pour que ça soit le plus agréable possible. Et là, pour celui-là, on a travaillé avec l'hôpital La Riboisière et des étudiantes de l'université Paris-Cité pharmacie, elles sont en pharmacie, pardon. Et après, pour éducation thérapeutique, mais aussi plus largement pour la sensibilisation, moi j'aime créer l'échange entre les professionnels et les patients et les aidants, parce que moi je me retrouve un peu au milieu de ces deux mondes et je me rends compte que souvent on a les mêmes idées mais qu'on se les dit pas. Par exemple, le fait qu'il n'y a pas de moyens ou qu'on a du mal à être écouté, voilà, c'est des choses qui reviennent souvent. Et donc nous, on organise des tables rondes qui sont co-animées par des professionnels de santé et des patients. À chaque fois, le but, c'est de partager le parcours. Violette, elle vient à Paris le 25, justement le 25 octobre à l'hôpital La Riboisière, et on va faire une table ronde sur l'activité physique adaptée avec une kiné. Le but, c'est vraiment que le professionnel, comme on va le faire à la fin, apporte sa connaissance médicale qui est essentielle à la prise en charge, mais aussi que nous, qu'en tant que patients, on puisse s'exprimer pour expliquer aussi ce qu'on ressent. Parce que moi, je disais ça il n'y a pas longtemps à mon médecin, parce qu'elle a tendance à être un peu culpabilisante. Et je lui disais, en fait, ça se voit que c'est pas vous qui le vivez, parce qu'au quotidien, vivre avec la douleur chronique, c'est super compliqué. On a du mal à se lever, on a du mal à s'habiller, on a du mal à travailler, on n'est pas compris. Avoir des aménagements, c'est la galère. Voilà. Donc, il faut aussi être conscient de cet impact global de la douleur, bien au-delà de la douleur en elle-même, en fait, dans la vie au quotidien. Et donc voilà, nous on essaye vraiment d'agir sur ça, de faire des groupes de parole, voilà. Et donc, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi le but, et Violette aussi porte beaucoup ce message, c'est qu'on va au contact des professionnels de santé, parce que en fait la prise en charge de la douleur, c'est à la fois les patients, à la fois les soignants, mais aussi les aidants. En fait, on est tous face à la douleur. Les associations, nous, on peut permettre de faire un peu un relais entre les deux. Et c'est vraiment le message qu'on porte. Donc, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui avec l'Institut Analgesia, parce que au final, on se rend compte l'importance d'être auprès des professionnels de santé pour aider à la prise en charge, limiter l'errance médicale, comme toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu sans l'avoir vécu, parce qu'on savait que c'était l'opération qui avait tout déclenché, mais beaucoup de médecins refusaient de croire en fait ce que je disais, particulièrement le chirurgien qui m'a opéré. Bon, c'était très arrangeant pour lui aussi, mais voilà, il me croyait pas et j'ai souvent été remis en cause, et c'est hyper difficile quand on est jeune. Moi, j'avais 16 ans. Comme Violette, j'avais plein de projets en tête, et en fait, ma vie est tombée d'un coup, du jour au lendemain, totalement, parce qu'en fait, la veille, j'allais bien, le lendemain, j'allais plus bien, en fait. Et c'est là que j'ai dû un peu me reconstruire aussi l'espoir et la confiance dans le corps médical, parce que quand on a vécu des violences médicales, c'est dur de faire confiance. Moi, je sais que j'ai peur des médecins, mais même aujourd'hui, je suis étudiante en médecine, mais quand je vais dans une salle d'attente, j'ai peur, parce que je sais ce que j'ai vécu et j'ai peur que ça revienne. Et donc le but, c'est vraiment, nous, d'essayer d'agir sur ça, de faire le contact entre les deux, pour rassurer tout le monde, et que nous, on se sente plus en confiance quand on va chez le médecin, de lui parler de nos mots, et qu'on évite en fait de rester un peu chez nous en disant bon, il va pas m'écouter, il va pas me croire, quoi. Et donc voilà, donc c'était juste pour faire un petit bilan, parce que alors le projet de Royal Fight existe depuis 4 ans, l'association depuis 1 an, et en fait moi j'ai fait beaucoup de rencontres hyper inspirantes, et je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup aidé moi aussi à vivre avec ma douleur. Ça la rend pas moins intense, ça la rend pas moins difficile à supporter, mais en fait je me rends compte qu'avec on peut aussi aider les autres, que la douleur en fait c'est pas une fin en soi, la douleur elle est là, mais on peut cohabiter avec elle. C'est pour ça que je fais mes études malgré tout, même si c'est dur.
Même si parfois, souvent, j'ai voulu abandonner. Voilà, ça m'a aidé de faire ces rencontres. Par exemple, en haut, il y a le Forum du rétablissement en santé mentale qui est soutenu par l'Agence régionale de santé. Et en fait, me retrouver au milieu de patients, c'est plus développé en fait en prise en charge des troubles psychiques. Les patients experts, partenaires, pères aidants sont bien plus intégrés. Et en fait, ça m'a fait réaliser à quel point j'étais heureuse d'être au milieu de patients comme moi et de professionnels de santé qui nous écoutaient et nous comprenaient. Et donc, c'est vraiment ça que nous, on essaye de porter comme message, de dire que tous ensemble, en fait, justement, face à la douleur, on peut faire quelque chose, même si c'est pas facile. Merci Camille. On va demander au professeur Noémie Delage de rejoindre Camille et Violette. Et puis on va lancer la table ronde. Donc pensez toujours à vos questions, n'hésitez pas, bien sûr, on les posera juste après. Je viens là, mais après je m'éclipse un sujet pour lancer les débats, je prends aucun risque. On a vu dans ces deux parcours qui sont très, très intéressants, qui sont inspirants même, je pense, pour beaucoup de gens, pas uniquement d'ailleurs pour les personnes qui souffrent de douleurs. On a vu ce qu'on peut faire. Pardon ? C'est gentil, c'est très gentil. Oui, merci, c'est sincère. On a vu ce qui peut se passer aussi en dehors de l'hôpital. Je le disais tout à l'heure, s'occuper des patients, c'est pas uniquement à l'hôpital, c'est pas uniquement dans un cabinet médical, c'est pas uniquement dans une clinique, enfin dans les hôpitaux, voilà, il se passe des choses à l'extérieur et heureusement, il s'en passe de plus en plus. Je pense que ça devient de plus en plus quelque chose qui est plus libre de mettre en œuvre. On s'autorise plus à le faire maintenant et vous y participez d'ailleurs en montrant cette voie-là. Et donc, je trouve que ça serait intéressant d'avoir cette discussion entre Noémie qui est un médecin hospitalier, bien sûr, qui travaille dans un centre de la douleur, mais qui a de nombreuses collaborations avec d'autres personnes à l'extérieur, et vous qui, dans vos actions, savoir comment on peut améliorer tout ça, comment on peut être plus global, c'est-à-dire comment on peut faire sauter aussi peut-être pas des frontières, mais des palissades, même si c'est virtuel, enfin une forme d'étanchéité parfois entre ce qui peut se passer en ville, entre l'hôpital, dans le parcours, dans le circuit, qui parfois est difficile, qui est long. Et finalement, comment on peut faire en sorte que les patientes, les patients, particulièrement aussi ceux qui jouent un rôle comme vous, qui sont actrices, en l'occurrence, de solutions, comment ça peut se rejoindre, et comment on peut proposer ça, comment on peut encore plus, faire encore mieux, faire encore plus en collaborant probablement, parce que l'idée c'est pas de dire c'est bien à un endroit, c'est mal à l'autre, c'est que c'est l'un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre. Pour la douleur, en tout cas, on se rend compte que voilà, il n'y a jamais une seule solution qui suffit. Il peut y en avoir plusieurs. Parfois il n'y en a qu'une, c'est vrai, mais enfin souvent il y en a plusieurs stratégies, on les trouve à différents endroits. Donc je trouve que ça serait intéressant de travailler là-dessus, d'en discuter un peu. Noémie, je te laisse la parole. Je voulais remercier nos deux oratrices, parce que je trouve que ce soir, c'est des messages d'espoir, puisque là, l'attitude de Camille et Violette, c'est qu'elles sont avec leur douleur. Donc je crois que déjà, d'entrée de jeu, faut arrêter de dire, d'abord, on n'appelle plus les centres de la douleur des centres anti-douleur. On n'est pas anti, on n'est pas contre, on est avec. Et là, c'est des attitudes extrêmement positives où il y a un handicap invisible, c'était aussi ce que je m'étais noté de dire comme message ce soir, je vois que vous l'avez dit avant moi, donc c'est formidable. Donc elles peuvent déjà faire cours à ma place. Voilà, donc c'est faire avec la douleur, et ça c'est ce que vous faites, et c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans les centres de la douleur, et à Clermont on a la chance d'avoir l'éducation thérapeutique depuis des années, donc avec plusieurs ateliers concernant le bienfait de l'activité physique, le bienfait de l'alimentation, et puis la santé psychique, parce que finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans toutes les pathologies chroniques, parce qu'il faut voir la douleur finalement comme quelque chose qui s'installe dans la durée. La douleur chronique, c'est pas quelque chose qu'on va combattre pour faire disparaître. Parce qu'en fait, on a tendance à trop mélanger douleur et douleur. Il y a les douleurs qui sont récentes et pour lesquelles il y a une cause. Le meilleur traitement, c'est le traitement de la cause. Vous avez une rage de dents, vous allez voir un dentiste, vous avez moins mal à votre dent. Ça, c'est la douleur aiguë, ça se traite, traitement de la cause.
Parfois, on a besoin de médicaments pour la douleur aiguë. Exemple, les douleurs post-opératoires. Voilà. Donc ça, c'est la douleur aiguë, il y a une solution. Mais tout le monde, y compris nos confrères, raisonne de la même façon pour la douleur chronique. On va trouver une solution pour éradiquer la douleur chronique. Donc, premier médicament, deuxième médicament, troisième médicament, quatrième médicament, ce que vous ont très très bien décrit Violette et Camille. Donc, c'est vrai, là, on s'inscrit dans quelque chose de la chronicité, avec des douleurs qui sont des douleurs séquelaires de chirurgie, des douleurs de dysfonctionnement du système des contrôles de la douleur. Et là, c'est vrai que c'est très important de comprendre que la douleur n'est pas seulement une sensation, mais c'est aussi un comportement qu'il va falloir modifier pour s'adapter au handicap. Et ce sont aussi des émotions que traverse le patient, et avec des pensées et des croyances, des pensées, des cognitions, des croyances. Donc ces 4 piliers, si vous ne les accompagnez pas, vous ne soulagez pas, vous n'aidez pas les patients, on n'aide pas les patients. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Oui, je trouve ça très juste et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mieux expliquer parce que moi, quand je l'ai entendu la première fois, c'était super violent. Je me rappelle, j'avais 16 ans, 17 ans et le médecin me regarde, il me dit « Je peux rien faire pour vous, vous aurez mal toute votre vie. » Ah ouais, bah franchement, ça m'a coupé les jambes sous le pied. Franchement, je suis tombée, quoi, parce que j'étais en première année de médecine. Et on m'avait pas prévenu. Moi, je m'étais lancée dans mes études en mode « Coucou, bah demain je serai guérie, je vais reprendre ma vie. » Et le problème, c'est qu'on m'a pas accompagnée dans ce cheminement de l'acceptation du fait que la douleur n'est pas aiguë et qu'elle va disparaître, mais dans le fait qu'elle se chronicise et que on va devoir cohabiter avec elle toute notre vie. Et je pense que vraiment, c'est un thème hyper important et hyper central dont vous parlez et que nous, en tant que patients, on a besoin d'être accompagnés dans cette réalité et pas qu'on nous la lance un peu, débrouille-toi avec ça. Et je trouve ça hyper important d'en parler honnêtement et de dire que la douleur, c'est compliqué, la douleur chronique aussi, et que vivre avec, ça l'est, et qu'on a besoin de cet accompagnement, que ce soit psychique, physique, aussi dans le travail, les reprises d'emploi, etc. On a vraiment un accompagnement global, et comme on dit, les centres de la douleur existent pour ça, mais il y a aussi d'autres structures, parfois les soignants, comme la rééducation, etc. Désolée. Non, je voulais rebondir et puis parfois les idées passent et s'en vont. En fait, moi, ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens, justement, ils pensent qu'ils vont guérir et surtout, ils n'acceptent pas la maladie, en fait. Et cette phase-là d'acceptation, si on n'accepte pas qu'il va falloir changer de vie, qu'il va falloir faire différemment, ça, en fait, ça bloque. Et souvent, moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est que les gens restent dans la colère de on m'entend pas, on m'écoute pas. Et en fait, ça, c'est dommage de garder cette colère. Moi, ça, j'ai très vite compris que les médecins, ils pouvaient rien pour moi, en fait. J'ai très vite ressenti et donc je me suis dit tant pis, je vais faire autrement et je vais trouver ma propre solution qui me convient à moi. Mais c'est vrai qu'en plus dans la douleur, c'est des solutions un peu individuelles et il faut faire plein de tests et c'est sans fin. Et pour essayer de trouver un équilibre qu'on a perdu, on essaie d'avancer, de retrouver son équilibre, mais on va pas retrouver le même équilibre parce que la vie d'avant, faut faire le deuil. Donc en fait, il y a plein de choses à mettre en place et c'est pas évident de comprendre tout ça très rapidement et plus le temps passe, faut mieux le comprendre rapidement, mais c'est pas simple. Il y a une question de temporalité dans les processus d'acceptation, donc il y a du temps et tout le monde ne met pas le même temps et puis la douleur, c'est très important de comprendre que la douleur arrive aussi dans une histoire de vie et ça, j'insiste toujours dans les cours, c'est pour faire comprendre aussi en éducation thérapeutique avec les patients, donc le contexte dans lequel arrive la douleur et le vécu de la douleur importe plus finalement dans l'histoire de la chronicité que l'intensité de la douleur. Et moi, ce que je voulais dire, parce que c'est vrai qu'on parle d'acceptation, mais moi je ne considère pas que j'ai accepté ma maladie, ma douleur chronique. En fait, je vis avec, mais j'ai souvent ce sentiment de colère.
Et parfois au quotidien, j'ai juste envie de la balancer par la fenêtre et voilà, d'oublier. Donc je pense que c'est important de dire aussi que parfois on n'accepte pas, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas vivre avec et que le chemin est long. Moi, ça fait 7 ans et même si j'en parle, c'est souvent quelque chose que je vis mal. Et je pense que voilà, on va à notre rythme et c'est hyper important aussi de montrer que les rythmes sont différents. Moi, je fais mes études, mais c'est aussi une certaine colère envers la douleur parce que j'ai pas envie qu'elle m'empêche de faire ce que j'ai envie. Je viens ici tandis que de base je vis à Paris. Clairement c'est parce que j'ai envie de montrer que je peux le faire aussi, me le dire à moi-même, me dire que la douleur va pas me limiter. Mais elle me limite parce que quand je vais rentrer chez moi je pourrais plus marcher pendant 2-3 jours. Mais voilà, vraiment c'est... L'acceptation c'est variable, il y a des jours où ça va, il y a des jours où je n'accepte pas et des jours où je l'accepte. Acceptation ne veut pas dire résignation, ça ne veut pas dire non plus qu'on arrête tout, qu'on laisse tout tomber. Et puis c'est vrai qu'en fait c'est inacceptable. C'est injuste, c'est injuste ce qui arrive quand même. Donc non, il y a pas. C'est vrai que c'est difficile d'accepter. Le chemin, ça va être plutôt d'essayer de trouver un sens à la vie avec ce problème. Moi, je suis totalement d'accord parce que Draw Your Face, c'est ce que m'a apporté. En fait, mes proches ne comprenaient pas, ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent toujours pas. Beaucoup ne soutiennent même pas Draw Your Fight. En fait, ils partent du principe justement qu'il faut éradiquer la douleur et qu'il faut reprendre une vie normale. Et j'ai beau essayer de leur expliquer, que ça soit physiquement, avec mes études, ce que je comprends, mais aussi avec mon regard de patiente. Et en fait, avec Draw Your Fight, je me suis retrouvée au milieu de patients qui, comme moi, connaissent soit la douleur, mais aussi soit un autre problème de santé invalidant, notamment le diabète avec des traitements au long cours, les troubles psychiques. Voilà, en fait, c'est vraiment, on est tous un peu pareil dans nos difficultés, douleur ou pas douleur. Nous, on fait des cercles de parole où on accueille tout type de patients avec des mots invisibles, et vraiment, c'est assez impressionnant comment moi je me retrouve parfois dans des personnes qui ont par exemple des troubles bipolaires parce qu'en fait eux aussi vivent ce regard au quotidien qui nous rend difficile les choses. Et donc voilà, pour moi c'était ça que je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Mais c'était vraiment ce sens-là de dire qu'on est ensemble et qu'on peut accepter progressivement, même si c'est inacceptable comme vous dites. Ce qui est important aussi, c'est quand on sensibilise le public et quand on sensibilise surtout nos jeunes étudiants à la douleur et au risque que, effectivement, un accident un jour, quel qu'il soit, ou une maladie un jour, quelle qu'elle soit, elle puisse se transformer en problématique qui va se chroniciser. C'est très important de savoir ensuite ça existe, la douleur chronique, c'est-à-dire un signal qui ne s'arrête plus jamais, parce qu'il y a des déséquilibres au niveau des amortisseurs et des accélérateurs dans le système nerveux. Et ça, c'est très très important de sensibiliser tous les acteurs autour du patient, et on fait des actions de sensibilisation autour des soignants, tout ça. La prévention de la douleur induite par les soins chez les tout petits nourrissons qui n'ont même pas les systèmes de défense au niveau du système nerveux. Donc prévenir pour éviter d'arriver à des situations comme celle-ci. Et savoir que nous avons tous, tout un chacun aussi, des capacités d'amortissement du signal de la douleur. Et ces capacités d'amortissement, elles s'entretiennent aussi. C'est comme entretenir sa bonne santé, sa santé physique. L'activité physique, ça entretient aussi nos amortisseurs à tous de la douleur, notre capacité aussi à mieux nous reposer. Et donc, c'est tout ça aussi qui est important comme message de faire passer, je crois. Quand on sait que la douleur chronique peut arriver, il faut tout faire pour éviter qu'elle se chronicise. Et c'est ce que font de plus en plus les chirurgiens qui font moins de grosses interventions, de grosses ouvertures, des petites ouvertures pour être moins agressifs, par exemple, pour éviter ensuite plus de lésions nerveuses. Donc, on fait de la prévention de la douleur chronique en améliorant aussi les techniques chirurgicales. On fait de la douleur chronique en faisant de la prévention de la douleur induite par les soins. Enfin, vous voyez, donc il y a des actions aussi en amont. On est toujours meilleur quand on fait de la prévention en santé, quelle qu'elle soit, prévention du diabète, prévention des pathologies cancéreuses, prévention de tout un tas de pathologies. Pour l'activité physique adaptée, c'est vrai que le vrai problème, j'ai envie de dire, c'est l'accompagnement et trouver les bonnes personnes pour nous accompagner. Donc ça, c'est pas évident. Moi, j'ai un parcours de sportif, donc j'ai déjà la pratique. Je sais qu'il faut y aller progressivement. Mais je sais que je rencontre des personnes, même des gens qui n'ont pas de douleur, qui vont faire 15 km demain
Et en fait, c'est pas comme ça, il faut reprendre progressivement. Et ça, c'est pas évident, mais il faut trouver les bonnes personnes qui connaissent la pathologie. Et ça, malheureusement, en France, pour l'instant, la formation sur la douleur chronique, je trouve qu'elle est... Ah oui, pour moi qui est en 6e année NBT, je crois que j'ai eu même pas 20 heures de cours. Bon, bref, non, c'est une catastrophe. C'est quand même pas mal. C'est énorme. Non, mais j'exagère un petit peu parce que j'avoue que les cours dans ma fac sont en théorie obligatoires. Mais bon, en fait, on est beaucoup à pas y assister. Non, vraiment, c'est une catastrophe. Moi qui sors du cursus, en fait, là, j'ai fini tous les livres qu'on est censé apprendre. Aux questions des EDN, cette fois-ci, on a eu une question sur la douleur, tandis que ça concerne 20% des patients et que c'est la première cause de consultation en France. C'est quand même fou d'avoir 350 questions et d'avoir une question sur la prise en charge de la douleur. En tout cas, pour moi, c'est incohérent. C'est sûr, c'est sûr. Après, dans chaque spécialité, il va y avoir le neurologue qui va parler des douleurs de la tête, donc les migraines, le gastro-entérologue qui va parler des problèmes digestifs, mais il va parler plutôt des maladies. En fait, on apprend à nos étudiants en médecine à soigner la maladie et à traiter un symptôme par un traitement. Un symptôme, une plainte, doit s'éteindre avec un traitement. Donc on est toujours dans cette espèce de ping-pong avec une réponse qui doit être immédiate, facile. Vous avez tel problème, on va vous soulager tel problème. Vous avez telle douleur, on va enlever cette douleur. Vous voyez, donc c'est un symptôme, un traitement. Dans la douleur chronique, on est dans une prise en soin, dans une stratégie complètement différente et bien plus complexe et globale. Et moi, ce que je voulais dire justement par rapport à ça, souvent, quand la douleur se chronicise liée à une maladie chronique comme la spondylarthrite, l'endométriose, le lupus, bref, il y en a plein, la maladie de Crohn, en fait, ou quand c'est comme moi une opération chirurgicale, ou quand c'est vraiment la douleur au centre de la maladie comme la fibromyalgie, quand il n'y a pas vraiment de traitement, on se sent souvent abandonné par les médecins parce qu'ils disent « je peux rien faire pour vous, débrouillez-vous ». Et c'est vrai qu'on dit qu'en centre de la douleur c'est différent, mais moi je l'ai vécu aussi en centre de la douleur, de dire vous ne vous répondez pas au traitement, débrouillez-vous en fait. Et je pense que c'est vraiment ça aussi, de faire comprendre qu'on peut prendre en charge la douleur sans en connaître la cause, notamment dans l'errance médicale, mais qu'on peut aussi accompagner le patient même s'il n'y a pas de baguette magique. Je le dis souvent à mon centre de la douleur, mais je leur dis je n'attends pas de vous que demain je n'ai plus mal, j'attends juste de récupérer en mobilité, en autonomie et de pouvoir un peu mieux vivre, avoir une meilleure qualité de vie en fait avec ma douleur. C'est surtout ça moi que j'attends, c'est cet accompagnement-là. Et je pense que dans la douleur chronique, c'est hyper important, même quand ça ne va pas, quand les douleurs persistent, d'être aux côtés du patient, et même quand on est un proche, d'être aux côtés de son proche qui souffre. Moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir une mère extraordinaire qui m'aide beaucoup, mais tous mes autres proches ne m'aident pas, ne me demandent même pas comment je vais. Et en fait, on se dit, on se sent seul. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin, c'est aussi d'un accompagnement au long terme. Et même si la douleur sera toujours là. Oui, je crois que la médecine est vraiment complètement face à une impuissance. Le médecin est face à une impuissance et on n'apprend pas ça. On ne fait pas des études de médecine pour être face à un patient impuissant. C'est-à-dire ne rien avoir de concret à prescrire sur un papier, mais tous les jours on prescrit des choses non médicamenteuses sur les papiers. Vous allez faire 3 fois par jour 5 minutes de respiration, cohérence cardiaque. Vous allez marcher 5 minutes. Alors moi, on m'a jamais prescrit ça, mais c'est très bien. Mais je pense que la prise en charge, en fait, dans les centres antidouleurs, elle est très bons centres antidouleurs. Mais moi, par exemple, j'ai servi de cobaye. Et clairement, on m'a donné du Lyrica. Je suis arrivée à la dose maximum au niveau de la posologie. J'ai dit que j'étais dépendante aux médicaments et que ça n'allait pas. Et c'était il y a 10 ans, hein, mais même plus. Ouais, non, c'était il y a 15 ans. Je vieillis. Mais en fait, j'étais choquée. Et là, il m'a dit, vas-y, continue. Et en fait, j'étais choquée parce que je me suis dit, mais en fait, il ne sait pas de quoi il parle. En plus, à l'époque, on ne savait pas tout ce qu'on sait maintenant. Et quand même, quoi. Et donc, de moi-même, j'ai diminué les doses. Mais c'est vrai que c'est fou. De moi-même, je me suis dit, de toute façon, je ne partirai pas en voyage avec des médicaments qui valent... parce que on voit le prix. Si on voyait le prix des médicaments également, on se dirait peut-être... voilà. Et les effets secondaires. Mais ça, c'est ce que tu disais avec tes cartes et ton jeu. On ne parle pas trop des effets secondaires...
de la maladie, on donne un médicament, après on lit la notice, on voit qu'il y a des effets secondaires, et puis débrouillez-vous. Et même sur les annonces, quand on nous annonce les choses, à chaque fois, les annonces, c'est maladroit de la part... Moi, j'ai fait une formation de patient expert, et vraiment, ce qui faisait... Pourquoi on était là? Parce que tous, on a subi de la violence au niveau de l'annonce, en fait. Comment les médecins nous annoncent la chose. Et c'est dommage d'en arriver là. Après, je sais que c'est des choses qu'il faudrait qu'ils soient apprises à l'école, parce que c'est difficile. Moi, je comprends les médecins, mais de dire je ne sais pas à un médecin, il n'y a qu'un médecin qui m'a dit ça dans tout mon parcours. Mais un seul. Et je le remercie aujourd'hui parce que, après je remercie celui qui m'a dit reste active et vois avec ton centre antidouleur, même si sur le moment, je l'ai détesté, mais il avait raison. Mais à l'époque, on n'en parlait pas de ça. Mais c'est vrai que les annonces, ça aussi, c'est quelque chose, la façon dont c'est verbalisé, c'est quelque chose qui a des fois l'impact sur le patient. Moi, je vois des personnes, elles sont démoralisées et elles tombent en dépression à cause de ça, en fait. C'est pas, elles se battent, mais quand à chaque fois que vous allez voir un médecin, même à l'heure d'aujourd'hui, quand je vais voir un nouveau médecin, je sais qu'il y a 3 chances sur 4 pour que le médecin il me dise que c'est dans ma tête et qu'il n'y croit pas et que je fabule. Il y a une stigmatisation de ça qui est vraiment les préjugés sur la douleur chronique et la maladie. Il faut que ça évolue. Bon, ça évoluera, mais c'est vrai que c'est fatigant, quoi. Non, c'est sûr, il y a beaucoup de formations à faire encore, et notamment dans la communication. Et là, on essaye, nous, pour nos 6e années, de monter un module sur les sciences humaines et mieux apprendre à communiquer avec nos patients. Donc, mais je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'étudiants, parce que ça va être un module optionnel. On va voir. Nous, ils l'ont rendu obligatoire. Les ateliers, c'est obligatoire. Chez nous, on en a 2 par semaine à partir de décembre jusqu'à mai. Voilà, donc c'est vrai que moi je trouve ça super important, et justement c'est ça que j'aime dans les études de médecine, c'est qu'au fur et à mesure ça change, ça s'adapte, ça s'améliore, et que les médecins sont à l'écoute de ce changement. On voit notamment pour l'endométriose qui est rentré dans le programme des études de médecine, maintenant on est mieux formé à ça. La douleur, j'espère qu'avec le temps on sera aussi mieux formé à ça, notamment par rapport au DU douleur qui est proposé, peut-être un peu plus accessible aux autres étudiants pour avoir en tout cas certaines formations. Parce qu'en fait, si on ne s'intéresse pas à la douleur, on n'y est pas vraiment formé. Et c'est dommage parce que ça concerne quasi tous les patients, en final, un jour dans leur vie. Il faut aussi dire une chose, c'est une question de temps. Ça demande du temps de se poser et de faire une évaluation sur le physique, l'émotionnel, le comportemental et le cognitif, c'est-à-dire les pensées. Ça prend du temps, et on est dans une société où on ne prend plus le temps. Aller-retour dans la chambre du patient, un interne qui rentre dans une chambre de patient, ça dure 5 minutes. Donc c'est ça aussi. C'est pour ça que ça ne plaît pas trop, la douleur chronique, parce qu'il faut prendre le temps. Et ça, Et après, il faut accepter aussi d'être impuissant face à un patient, ce qui est difficile à accepter, comme on le disait. Parce qu'en médecine, les cours, c'est introduction, symptômes, diagnostic, imagerie. Donc c'est pour ça que quand il n'y a pas d'imagerie qui marche, c'est encore plus compliqué. Après, c'est la prise en charge, et après, c'est le patient reprend sa vie. Moi, j'ai une amie qui est bénévole dans l'association, qui a une sclérose en plaques. On lui a dit, vous avez la sclérose en plaques, c'est pas grave, madame, vous allez prendre votre traitement, vous allez aller super bien. Il a fallu mettre en réalité en place une reconnaissance de travailleur handicapé, changer beaucoup de choses dans sa vie. Voilà, c'est compliqué parfois de se rendre compte de l'impact global, et c'est là qu'on voit que les soignants face à ça, ils peuvent pas agir tout seuls, c'est impossible, et c'est pour ça qu'il y a les associations, mais qu'il y a aussi plein d'autres organismes qui aident, comme la MDPH, etc. Oui, mais on manque de temps, et cet après-midi même, je parlais avec un autre professeur, le professeur Buc, chirurgien digestif au CHU, qui disait, quelquefois on greffe des patients du foie, et finalement, ils rentrent chez eux et ils s'effondrent ou ils ont envie de se suicider, parce que finalement, ils arrivent chez eux et la maladie qui avait constitué un espèce d'équilibre, avec la greffe de foie, ça change complètement l'équilibre familial, et finalement, divorce, séparation, problèmes dans la famille, etc. Et finalement, ils n'ont pas du tout pensé à anticiper, c'est-à-dire quand vous allez rentrer à la maison, qu'est-ce que ça va changer, faire de l'éducation en amont aussi, qu'est-ce que ça va changer dans l'écosystème familial, professionnel, etc. Et donc quelquefois, pour des pathologies qui coûtent des milliers d'euros,
finalement, c'est pas un service rendu au patient, au final. Et le patient, il est revenu en consultation un jour lui dire, en fait, je regrette de m'être fait greffer du foie, mais vous vous rendez compte du truc. Donc c'est pour ça que, je veux dire, la communication et les objectifs thérapeutiques qu'on va définir avec les patients, c'est valable pour, finalement, toutes les pathologies. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que nous on parle à tous les mots. En fait, la vraie définition de nos statuts, c'est qu'on sensibilise au handicap avec un X et un S, visible avec un S et invisible. Parce qu'en fait, le handicap, c'est mouvant dans une vie. Moi, j'ai eu un handicap invisible pendant longtemps. Ça, c'est compliqué, c'est devenu beaucoup plus difficile à gérer, donc il est devenu visible. Mais j'espère qu'un jour, il redeviendra invisible. Voilà, c'est un continuum constant. Et c'est ça dont on a besoin, en fait, c'est de comprendre cette réalité aussi. Et mettre le patient, puisque c'était un peu la question du jour aussi, acteur au centre de sa prise en soin. Un patient qui va subir, qui va bénéficier d'une intervention de greffe de foie, on va le mettre acteur. Vous avez envie, qu'est-ce que ça va changer ensuite dans votre vie? Et donc la douleur chronique, c'est pareil, vous êtes les premiers à être acteurs. Et donc nous, on essaye aussi de faire comprendre aux patients que, voilà, c'est pour ça que la prise en charge, nous, la charge, on finit par être fatigué avec les années, la charge des patients. Donc la prise en soin, ça nous paraît plus adapté comme mot aussi. C'est vrai qu'après le choix des mots, c'est compliqué, mais c'est important d'y réfléchir. Mais c'est vrai que d'être acteur de sa santé, c'est pas quelque chose pour le patient, on n'apprend pas ça en fait. Nous aussi, on va chez le médecin en pensant qu'il va nous donner un médicament magique et ça va repartir. Donc c'est aussi ça qu'il faut un petit peu déconstruire et c'est pas forcément simple. Et je pense que c'est là où il y a la communication, le dialogue qui est un peu difficile entre le médecin et le patient, parce que le patient, il se dit je vais guérir, donc il y a toujours l'espoir de guérison. Et puis en fait, quand il n'y a pas cet espoir, c'est difficile de l'annoncer pour le médecin et difficile de l'entendre pour le patient. Et c'est justement pour ça que je vous parlais du modèle de table ronde, comme nous on fait, mais qu'on fait aussi dans les hôpitaux, dans les services hospitaliers, notamment les services douleurs. Parce que moi, je suis persuadée que c'est dans ce genre d'échange, même avec les patients, vous allez nous poser des questions, etc. Mais voilà, cet échange libre, la prise de parole sur le sujet, de dire qu'on peut en parler aussi, même si ça ne va pas forcément mieux, même si c'est difficile. Voilà, donner cette voie d'échange entre les professionnels. Parce que c'est normal quand on est professionnel de santé, qu'on n'a pas de douleur ou d'une autre maladie, de ne pas savoir forcément quoi dire, même quand on est un proche. Et donc échanger permet vraiment de faciliter cette communication. Et c'est pour ça que nous, on se mobilise, on aide les services à organiser ce genre d'événements, parce qu'on sait en fait à quel point ça aide les patients qui se retrouvent, mais aussi les professionnels à se rendre compte parfois de notre réalité, qu'ils ne voient pas, et c'est normal, dans une consultation, ils ne peuvent pas tout voir, ils ne peuvent pas imaginer tout ce qui se passe derrière. Et juste pour rebondir par rapport pour finir sur peut-être les échanges, je ne sais pas, parce qu'il y a des questions. Après, il faut qu'on passe aux questions, parce que ça, vous êtes bien partis. Voilà, on va passer, juste ils vont couper le courant. Mais ça, juste, c'est le dernier que j'avais noté, par rapport à ce que vous disiez, Violette, vous allez faire le tour de France pour aller voir des olfactothérapeutes, des sonotothérapeutes, des thérapeutes ceci, thérapeutes cela, thérapeutes X, Y, Z. Qu'est-ce que vous attendez en tant que patient quand vous allez voir un thérapeute? Parce que en fait, ça sera infini. Vous pouvez passer votre vie à changer de sonothérapeute à olfactothérapeute. Donc là, attention, quoi. Attention. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on en attend? Je suis pas vraiment d'accord parce que olfactothérapeute, il y en a qu'une en France qui fait des antidotes, voilà. Oui. Donc faut tenter. En fait, on en est arrivé. Pourquoi on tente quoi? Eh ben, on tente. Mais après, vous tentez quoi? D'aller un peu mieux. D'essayer de trouver des solutions qui pourraient. Moi, en tout cas, la musique, ça me fait énormément de bien. Ouais. Donc, je vais voir des sonothérapeutes. Voilà. Ce que je veux dire, c'est pas non. Ce que je veux dire, c'est que les thérapies complémentaires, on en a besoin, mais on a trop de patients qui aussi passent des milliers d'euros à des milliers de thérapeutiques. Ce que je veux dire, mon message, c'est qu'est-ce que quand vous allez voir un musicothérapie, bien sûr, la musique, ça fait du bien, ça a été montré dans des études internationales, ça fait du bien dans le cerveau, etc. Les thérapies complémentaires, on les utilise, on en abuse depuis des années. Nous, dans notre service, on connaît très bien. C'est pas du tout cette question. C'est juste que l'objectif, c'est quoi? Si c'est pour se sentir mieux psychiquement, voilà, il y a plein de techniques.
Plein. Et chacun va trouver la sienne, celle qui lui convient. Donc il y en aura certains qui vont être plus olfactifs. Et effectivement, en hypnose, si vous avez un canal plus olfactif, l'hypnothérapeute il va vous axer sur ce canal sensoriel. Si vous êtes plus auditif, ça va être plus intéressant de travailler sur l'audition. Mais je crois que chacun doit trouver quelque chose qui va l'aider. Hein. Mais attention de ne pas vouloir aller dépenser des milliers d'euros. Je vous dis ça vraiment, comme je dirais ça à ma sœur. Hein. Voilà, en vous dispersant. Quoi. Bien sûr, mais je pense que, en fait, c'est ce que je disais à mon médecin il y a peu. En fait, je pense qu'en tant que patient, on a toujours besoin d'avoir un espoir, pas que la douleur disparaisse, mais que la douleur s'atténue. Et que parfois, en fait, on va chercher des solutions, qu'elles soient médicales. Moi, par exemple, j'ai commencé un nouveau protocole il y a une semaine à l'hôpital. Voilà, j'y vais 2-3 fois par semaine, après 1, 2, 3. Voilà, on a toujours un espoir d'aller mieux. Et parfois, ça passe par le médical pur, le médicamenteux. Par exemple, moi, je prends des médicaments tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Voilà, c'est mon quotidien. Certains n'en prennent pas. Ça ne change pas l'intensité de leur douleur, donc ils n'en prennent pas. Voilà, chacun vit ce continuum-là un peu de façon différente. Et moi, c'est vrai que, par exemple, les thérapies complémentaires, j'ai essayé, ça ne m'a pas aidé, donc j'ai arrêté. Voilà. Pour d'autres, ça aide. Et je pense que voilà, le but d'aller rencontrer ces personnes, d'en parler, c'est aussi peut-être de dire... ça existe. Si un jour vous avez envie d'essayer, parce que peut-être ça peut vous aider, vous êtes libre de le faire ou pas. C'est comme les médicaments, on est libre ou non de prendre des médicaments. C'est pareil, chacun voit son chemin dans la douleur, dans sa maladie. Et je crois que c'est le plus important, qu'on soit patient ou professionnel, c'est de se dire qu'en fait c'est la personne concernée qui peut écouter ce qu'elle veut et dire moi là je me sens ok. Moi parfois on me propose des trucs au centre de la douleur, je me dis mais là pour le moment je suis ok mais pas tout de suite, dans ma vie ça va pas. Et parfois c'est écouter et là c'est bingo, quand ça allait pas c'est catastrophique. Moi je me suis retrouvée à recommencer un protocole de soins à 1 semaine de mon concours. Je vous dis pas comment j'ai pas pu réviser pendant 2 semaines quoi. Donc voilà, c'est aussi s'adapter à la vie du patient et à son quotidien. L'attente, c'est montré dans le cerveau sur des IRM fonctionnels. Quand vous êtes en attente de soulagement, que ce soit avant une chirurgie ou avant une prise d'anticoagulants, l'attente du soulagement déjà prépare le cerveau de tout un chacun à s'auto-soulager. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo, qui est merveilleux, qui est une technique hyper naturelle pour déjà être soulagé et renforcer la puissance d'un médicament hyper puissant que vous prendriez ou d'un médicament moins puissant ou d'une technique, n'importe laquelle que ce soit. Donc après, à partir du moment où vous êtes engagé et que vous êtes en attente, c'est sûr que vous allez être soulagé, c'est formidable si quelqu'un peut vous soulager régulièrement. Mais nous, ce qu'on apprend à nos patients, c'est aussi d'essayer à être autonome. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, bien sûr, que d'aller voir de temps en temps quelqu'un qui va vous rebooster, c'est nécessaire parce que le chemin est long et on a bien besoin aussi de temps en temps d'être boosté. Merci à toutes les trois. Je suis obligé de vous interrompre, mais je sens que vous auriez pu continuer. Mais on va continuer avec quelques questions en fait qui nous viennent de la salle ici et qui nous viennent aussi des personnes qui sont en ligne. On est presque 240 au total, je crois. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours du monde qui suit ces conférences. Alors j'ai pris quelques questions. C'est pas organisé, hein, s'il n'y avait pas d'ordre particulier, mais une première question, y a-t-il des prises en charge psychologiques pour apprendre à gérer, vivre avec la douleur? Si oui, lesquelles? Moi, je dirais TCC, c'est un peu à la mode dans la douleur. On fait des réponses assez courtes, comme ça on passera plein de questions, d'accord? Oui. C'était court ma réponse. La thérapie cognitivo-comportementale pour apprendre à mieux gérer la douleur, c'est quelque chose qui se développe dans la douleur chronique, notamment pour la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur du mouvement. Donc oui, il existe des choses, se faire accompagner aussi les psychothérapies d'accompagnement. Je sors de 4 mois en de stage de psy, donc là ça va, les psychothérapies je connais plutôt bien. Et c'est vrai que voilà, il y a plusieurs techniques, l'EMDR aussi, je sais jamais dans quel sens on met les lettres. Alors, les techniques qui vont aider le patient à apprendre à apprivoiser la douleur sont des techniques où effectivement on va rendre le patient acteur, là encore, hein, en lui donnant, il y a des séances d'apprentissage de l'auto-hypnose, d'hypnose, de méditation, voilà, de tout ça. Hein. Le MDR, après, c'est plus pour le psychotraumatisme. C'est ce que j'allais juste dire par rapport à ça. J'allais dire quand on a des difficultés, notamment par rapport au parcours de soins. Oui, moi je sais parce que Oui. C'est pour global.
Alors, une autre question sur la fibromyalgie. Une question un peu globale, qui est la fibromyalgie dans le monde. C'est-à-dire comment on traite la fibromyalgie finalement dans le monde entre les différents pays. Est-ce qu'il y a vraiment des différences? Est-ce qu'il y a des pays où ils ont des traitements? J'essaie d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a des pays où il y a des traitements alors qu'en France on n'en a pas? Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des pays où il y a des traitements remboursés alors qu'en France on n'en a pas? Ou est-ce qu'il y a pas de traitement? Il y a de la recherche qui est faite en Israël et puis également au Canada. Et à Londres aussi, donc ça parle de microbiote, de problèmes de microbiote et de problèmes d'anticorps, donc ça serait peut-être plutôt une maladie auto-immune, mais voilà, c'est des recherches qui prendront des années et c'est que sur les souris. Oui, il n'y a pas de traitement pour l'instant. Non, il n'y a pas de traitement miracle. Après, voilà, la prise en charge, elle doit être un peu plus globale et donc les médecins font ce qu'ils peuvent aussi. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu validées, qui aident dans la fibromyalgie, Noémie. Non, qu'on propose aux patientes et aux patients. Des thérapeutiques, non, même chez nous. Enfin, si elles sont validées en France, enfin, si elles fonctionnent en France, il n'y a pas raison qu'elles ne fonctionnent pas en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Voilà, ce qui est validé pour l'accompagnement des patients qui souffrent de fibromyalgie, c'est effectivement les thérapies cognitives et comportementales et l'activité physique. Oui, c'est ça. Alors, il y a une question qui est intéressante, mais qui... C'est pas facile de répondre rapidement à cette question, mais le processus, alors je suppose que le processus, c'est celui qui consiste à accepter ou à vivre, en tout cas avec la douleur. N'est-il pas comparable au processus de gestion du deuil? Oui, c'est la même chose. Ça rapproche ça peut. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'on ne peut pas faire le deuil de sa vie ancienne. Ça reste des souvenirs et des bons souvenirs. Moi, souvent, je m'en nourris pour avancer dans mon quotidien en me disant avant je faisais ça, aujourd'hui je le fais pas pareil, mais je vais continuer à le faire un peu. Par exemple, mon rêve, c'était pas de faire médecine du tout. Je voulais faire prof de sport, aucun rapport. Et en fait, je me suis nourrie aussi de mon envie de faire de l'activité, d'apprendre au contact des autres. Donc moi, je dis oui, ça ressemble au deuil, mais d'un côté, peut-on vraiment faire le deuil d'une vie normale, entre guillemets, d'une vie sans douleur? Je trouve que ça reste très... C'est comme faire le deuil d'un proche, au final, c'est super dur. Et puis on peut sublimer les choses. Enfin, moi, j'ai une vie qui est bien plus intéressante à l'heure actuelle que si j'étais restée auditrice comptable. Donc en fait, on peut. Enfin, je pense que même toi, ce que tu fais à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus motivant. Et quelque part, c'est notre force, quoi. On a réussi à en faire d'une douleur, on a réussi à avancer, à en faire une force et faire des choses qui nous plaisent réellement, en fait. Dans les processus du deuil, il y a effectivement la colère au début. Donc souvent, il y a la colère. Et puis après, petit à petit, on se met face au problème. Donc oui. Et parfois ça revient, parfois on est de nouveau en colère, parfois on est de nouveau triste, parfois on est dans le déni. Voilà, on est d'accord, c'est vivant. Hein, continue, on est vivant, donc les processus sont vivants, donc voilà, on est d'accord. Une personne qui a un diagnostic de fibromyalgie depuis quelques mois, diagnostic posé, j'imagine que la souffrance date de plus longtemps que quelques mois, et qui doit reprendre une activité sportive, qui est jeune, et qui débute une carrière professionnelle aussi. Alors je demande un peu comment elle peut vivre avec cette maladie, cette souffrance, y compris dans le monde professionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qu'on fait? On annonce qu'on a une douleur chronique, fibromyalgie ou pas d'ailleurs, hein, ça peut. Moi, j'ai pris parti de le dire parce que j'ai besoin d'aménagement. En fait, je pense que c'est propre à chacun, parce qu'après, il faut dire aussi que la discrimination est réelle. Hein. Moi, je l'ai vécu en médecine et comme beaucoup dans tous les autres métiers. Mais moi, voilà, j'ai fait une reconnaissance pour être polytravailleur handicapé. Je me suis approchée de ma fac pour avoir des aménagements, parce que je savais que sans ces aménagements, je ne pouvais pas travailler. Moi, je ne fais pas des stages comme tout le monde. Je ne fais pas de garde, par exemple. Je travaille moins au quotidien d'heures à l'hôpital, parce que je ne peux juste pas. Et en fait, je pense que c'est vraiment voir aussi la personne qu'on a en face. En fait, il n'y a pas de réponse magique pour le travail. Ça dépend des entreprises. Certaines sont très à l'écoute, d'autres ne le sont pas du tout. Et en fait, déjà faire une reconnaissance de travailleur handicapé, ça aide parce que quand on l'a, on n'est pas obligé de la montrer. On peut la garder et se dire le jour où ça va mal, vraiment, que je ne peux plus travailler, je peux la montrer. Mais si pendant un moment ça va ou pour le moment on ne se sent pas prêt de le dire, ça prend du temps. Moi, je sais que quand je l'ai dit la première fois à la fac, quand j'ai eu la dame de la fac au téléphone, franchement,
j'étais déprimée parce qu'elle était en mode mais qu'est-ce que vous faites là quoi? Pourquoi vous êtes là? Mais non, vous n'allez pas y arriver. Voilà, c'était quand je lui ai dit que j'avais besoin d'un tel aménagement, parce que c'est vrai qu'il y a aménagement et aménagement. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'aménagement. Et donc, c'est vrai que c'est difficile à accepter pour les professionnels, parce qu'il y en a qui disent si tu as des aménagements, tu ne seras pas un bon médecin, parce que tu es moins là. On me l'a dit aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi se préparer au fait que le dire, ça peut aider, parce qu'il y a les aménagements qui permettent de travailler, mais qu'aussi, le dire, ça peut exposer à des choses difficiles. Et le dire aux médecins du travail. Oui. Et puis, c'est vrai que moi, pour ma part, je l'ai vraiment jamais, je l'ai pas dit. Et quand j'ai fait ce projet, voilà, comme il a été médiatisé, je l'ai dit. Et c'est vrai que, on me demande, mais en fait, vous allez travailler comme les autres. Enfin, quand même, il y a de la discrimination, même en donnant, et puis surtout avec la fibromyalgie, comme ça se voit pas. Donc, moi je le dis maintenant, mais c'est aussi à nos risques et périls de ne pas être embauché. Mais j'ai envie de dire, si un employeur n'est pas capable de voir qu'on se prend en charge, qu'on est acteur de santé et qu'on se donne à fond, pour être comme les autres, avec des adaptations, tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est important, je pense, de dire quand on a une RQTH. Et moi, c'est mon cas en tout cas. Ouais. Une question, et après je voudrais passer la parole. Pardon, je parle dans le micro, excusez-moi. Une question, puis après je passerai la parole à une patiente qui est dans la salle. On nous demande si on organise des formations au sein du CHU et de l'hôpital. Alors je suppose que c'est des formations peut-être pour les patients, par les professionnels de santé. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? L'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, où on a aussi un... Moi, je parle de ce que je connais à Clermont-Ferrand. Cet après-midi, j'étais avec les soignants. Notre PLUD organise régulièrement des formations de soignants qui vont être les experts de la douleur dans leur service et qui vont relayer l'information aux autres soignants de l'équipe. Le CLUD, je vous précise, le CLUD, c'est le comité de lutte. Pardon. Le comité de lutte contre la douleur. Oui, c'est un terme un peu ancien. Le comité de lutte contre la douleur, c'est un des comités du... CLUD, c'est pas CLUD. Voilà. Qui mobilise, il peut y avoir des patients à l'intérieur, puis tous les professionnels de santé d'un hôpital, par exemple, et qui essaient d'améliorer les pratiques, notamment au sein d'un hôpital. À Clermont-Ferrand, nous avons un espace Info Santé Douleur. Ça a été l'espace Info Santé Douleur qui persiste le seul quasiment en France, qui a été créé il y a maintenant presque une quinzaine d'années et qui s'est transformé petit à petit. Et puis avec la dynamique de Simone Boulay-Garcia, notre assistante sociale, qui a ensuite créé des ateliers thérapeutiques pour les patients, de la musique, du chant, du yoga du rire, des cafés douleurs, des thés douleurs. Enfin bon, nous on a la chance à Clermont d'être hyper organisés. Et après aussi, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a l'hôpital, mais il faut aussi penser aux associations. Nous, je sais que par exemple, on fait ces tables rondes, mais on fait aussi des cercles de parole où les patients peuvent s'exprimer. Il y a aussi d'autres associations qui proposent des ateliers d'éducation thérapeutique. Voilà, en vrai, on peut trouver la ressource, ça peut être difficile, mais il ne faut pas hésiter à demander à son médecin, par exemple, dire j'aimerais savoir un peu mieux ma maladie, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Souvent, les médecins ne pensent même pas vraiment à nous le dire, mais parce qu'ils pensent à tellement de choses que ça, ils ne vont pas forcément y penser, mais juste le demander. Moi, franchement, je me dis, si je l'avais su, si j'en avais entendu parler, peut-être que je l'aurais demandé, parce qu'en moins, j'aurais su. Et une patiente, un jour, m'a dit un truc super intéressant quand on parlait justement des traitements innovants de la douleur chronique lors d'une table ronde avec une neurochirurgienne et une algologue. Elle m'a dit, mais comment je peux accéder à ça si on m'en a jamais parlé avant? Et là, c'est un peu pareil. Nous, ici, on parle d'éducation thérapeutique, mais à plein d'endroits, ils en parlent. Et le but, en fait, c'est que nous, on se dise, être acteur, comme on a dit, et aller au contact des professionnels, de dire, est-ce que dans cet hôpital, ça existe? La majorité des fois, en fait, oui, mais c'est juste qu'on n'est pas au courant. Violette, tu nous dis que tu as fait une formation de patiente expert. Tu peux nous en dire rapidement un petit mot pour dire peut-être aux personnes ce que c'est, cette formation? En fait, c'est pour aider. Dans la théorie, normalement, on pourrait intervenir dans les hôpitaux et aider au parcours du soin et aider les patients qui ont la maladie ou qui ont des douleurs chroniques. Moi, j'ai fait un CU d'éducation thérapeutique du patient, mais dans la pratique, le patient expert, il n'est pas vraiment valorisé
Et moi, sur tous ceux qui ont fait la formation, il n'y en a qu'un qui est vraiment embauché pour ça. Oui. Et une autre qui va certainement être embauchée, mais parce qu'ils ont des pathologies qui mettent les financements, ou alors les associations derrière mettent des financements. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, à mon sens, est important. Alors, je le fais à titre bénévole, mais en fait, ça ne devrait pas forcément être du bénévolat, ça devrait être rémunéré comme tout acteur de santé, dans le sens où on prend des heures et on va aider et on essaie de justement et d'expliquer comment on gère la douleur en restant quand même sans trop donner de conseils. Mais voilà, c'est ça. En fait, moi, je me rends compte même sur l'action que c'est ça qui les gens me demandent, mais comment tu fais pour gérer la douleur? Et ça, c'est hyper important. Et je pense que demain pour la marche ou même ce soir après, c'est ce qu'on va me poser comme question. C'est vraiment important. Et c'est pas les médecins qui vont pouvoir répondre à cette question, malheureusement. Et juste pour compléter, je dirais qu'on a beaucoup à apprendre des soins psychiatriques qui mettent en avant la paire aidance, ça veut dire les patients au contact des autres patients, parce qu'en fait, dans ces services, ça existe des postes dédiés. Moi, j'en ai rencontré quand j'étais au forum de... Et voilà, c'est des postes qui existent et peut-être qu'on peut nous aussi plus les développer. Moi, je me dis que c'est un peu un espoir qu'on peut porter ici aussi, quand on est là, patient, là, médecin, de se dire, en fait, tous ensemble, on travaille et un jour, il y aura sûrement des postes dans l'hôpital pour ça aussi. C'est un peu long toujours, mais la dynamique est bonne. Mais c'est toujours un peu long, on est d'accord. Je vais passer la parole pour quelques minutes à une patiente. Je vous laisse vous présenter et nous dire ce que vous faites comme patiente expert. Alors. Je suis Viviane Pumal, donc je suis patiente expert au centre d'évaluation de la douleur. Donc j'ai fait mes 40 heures comme on doit faire et tout ça. Et maintenant j'interviens et je raconte pendant 1 heure, je raconte mon parcours à une dizaine de patients à un atelier. Et voilà, c'est super intéressant en fait de faire ça. Vous allez aussi aux ateliers de l'UIS, non? Comment? Vous allez aussi à quelques ateliers de l'espace Info Santé et Douleur? Ah ben oui, je fais les cafés douleur. J'ai essayé oh mince, je me rappelle, le huguet du rire. Je me suis démonté la mâchoire ce jour-là, mais j'ai essayé ça. Et puis j'ai essayé le chant aussi. En fait, quand tout le monde a besoin de moi, on me demande d'aller essayer. Je teste toutes les nouvelles. Et les patients experts ont leur place dans les études de médecine. Nous, je sais qu'on a des cours avec des patients experts qui viennent. Il y en a très peu. Moi, je rêve que ça se démocratise et qu'on en ait beaucoup plus. On a eu 2 en 6 ans. Mais voilà, moi, en tout cas, c'est relations de soins. On a une matière qui s'appelle relations de soins. Et là, on a des patients. On a aussi des services en stage qui nous proposent de rencontrer leurs patients experts. Moi, je l'ai fait en rhumatologie, par exemple. Et j'ai beaucoup aimé et j'espère que plus d'étudiants y auront accès parce qu'en fait on est beaucoup à se dire ça fait du bien d'entendre le patient, porter un espoir de vivre avec, etc. Et donc je pense, moi j'ai fini mes 6 ans maintenant, je vais passer à l'internat et je me dis j'espère que les années derrière moi, ceux qui passeront, auront encore plus de cours de ça. Merci. Il me reste 2-3 questions à vous poser. Après, il va se faire tard. Des questions autour de l'hydratation, la nutrition. Est-ce que vous avez des choses autour de ça? Est-ce que vous avez... les 3 piliers de la santé, dans les 3 piliers de la santé, il y a l'alimentation. Quand on alimente soit ton médicament, Hippocrate, en fait, il disait des trucs qui, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de publications sur le microbiote. Alors, c'est difficile aujourd'hui, parce que les publications sur l'animal, c'est pas toujours transposable à l'homme, mais effectivement, il y a des recommandations maintenant qui sont sorties pour les maladies inflammatoires, et notamment la place des oméga 3, très très important, puisque dans notre corps, nous avons des accélérateurs et des freins pour la douleur, mais nous avons des accélérateurs et des freins pour l'inflammation. Et donc, les oméga 3 sont des anti-inflammatoires naturels et très aidants. Et du coup, c'est vrai que si on est bourré de médicaments qui vont être pro-inflammatoires, malheureusement en Auvergne, on adore le fromage, par exemple.
Voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, nous, c'est un atelier de l'alimentation, c'est un atelier qu'on fait à nos patients, on adore. Moi personnellement, j'ai pris, j'ai été suivie par un micronutritionniste qui a écrit un livre sur la fibromyalgie. Et ses recommandations, c'est plutôt du sans gluten et sans lactose de vache. Et pour le reste, bien sûr, de la nourriture anti-inflammatoire. Mais moi, depuis que j'ai arrêté le pain, j'ai beaucoup moins de brouillard cérébral, en tout cas. J'arrive pas à faire le régime en France, faire du sans gluten, sans lactose. Quand vous êtes normande, c'est très compliqué pour le lactose. Et le pain, voilà, c'est... Mais en tout cas, moi, j'ai vu une évolution. Alors, il faudrait que je sois beaucoup plus assidue pour vraiment voir avec tout. Alors, c'est pas les seules recommandations parce que chaque individu a ses recommandations, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut peut-être aider. Et moi, par exemple, ça n'a rien changé. Je suis prise en charge en nutrition d'ailleurs, parce que moi, la particularité, c'est que mes douleurs peuvent parfois m'empêcher de manger, donc j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Après l'opération, j'ai perdu 20 kilos, je me suis retrouvée à un IMC très bas. Et donc j'ai été prise en charge en nutrition, et au final, aujourd'hui, oui, je vais mieux, mon poids va mieux, mais j'ai toujours aussi mal. Donc après, il y a certains chez qui ça marche, tant mieux. Il y en a d'autres que malheureusement, comme moi, ça n'aide pas vraiment, mais bon, c'est super d'en parler aux patients. C'est hyper intéressant, je trouve. Alors après, ce que vous parlez de la perte du poids, etc., c'est sûr que dans la pathologie de l'obésité, on peut en parler des heures et des heures, et c'est sûr que le surpoids est un facteur de risque de douleur chronique. Moi, j'étais en sous-poids pour le coup. Et là, voilà, effectivement, là, on est en train de parler du problème de sous-poids. En tout cas, l'alimentation, effectivement, bien sûr, la micronutrition, c'est très important, les bonnes vitamines, les neuromédiateurs dans notre cerveau, ceux qui sont... la sérotonine, elle est synthétisée, elle est dans notre cerveau, et elle est synthétisée à 80% dans notre intestin. Donc c'est vrai que si on a un intestin qui ne fonctionne pas bien, eh bien la sérotonine, elle ne va pas être bien synthétisée, et cette sérotonine, elle vient des acides aminés qui viennent des protéines. Donc tout ça, vous voyez, il y a des relations quand même entre ce qu'on mange et ce qu'on va ensuite produire dans notre corps. Et puis voilà. Toujours sur l'hygiène de vie, le sommeil. J'ai une question, c'est et le sommeil pour l'interrogation. Alors moi, franchement, prenez pas mes conseils. Je suis nulle à ça, je dors très mal, la douleur me réveille chaque nuit. Vraiment, le sommeil et moi, on n'est pas amis, mais c'est hyper important de la régulation de la douleur. Souvent, c'est un peu le cercle vicieux. Moins on dort, plus on a mal. Plus on a mal, moins on dort. Ouais, c'est un gros cercle vicieux et c'est hyper important d'être accompagné sur le sujet. Moi, je sais que par exemple, on a changé un peu mes médicaments d'horaire et je dors beaucoup mieux depuis parce que je suis passée, par exemple, en prolongé au lieu d'en dose, on va dire, immédiate. Mais c'est vrai que le sommeil avec la douleur, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est sûr qu'effectivement... Voilà, ça a été résumé. Vous privez des étudiants en médecine de sommeil et vous faites des tests sur la pression au brassard, sur le bras. Et bien voilà, après quelques nuits sans sommeil, ils sont plus sensibles à la pression du brassard. Donc ça veut dire qu'on a besoin de dormir. On passe le tiers de notre vie à dormir. C'est pas juste parce qu'il fait nuit, c'est parce que notre cerveau et notre système nerveux et notre corps, la récupération psychique et physique est nécessaire et le sommeil est indispensable aussi. Et la douleur réveille la nuit et donc du coup elle s'auto-piège et ça part comme ça. Donc effectivement, voilà. Alors la douleur réveille, donc ça c'est la première cause. Donc si on soulage mieux la douleur, voilà. Avoir de l'activité physique, ça permet de mieux dormir. Et puis après, c'est vrai que parfois on ne dort pas parce qu'on a des décalages d'horloge biologique. Donc là, il faut aussi se recaler. La mélatonine parfois peut aider si c'est un décalage de rythme. Mais si vous ne dormez pas parce que vous êtes anxieux, parce qu'il y a des choses qui cogitent, alors là, il va falloir traiter l'anxiété. Voilà. Donc ça dépend aussi de la cause. Moi, j'utilise la musique. Enfin, au tout début, j'utilisais. Maintenant, j'ai plus besoin. Mais voilà, ça m'a beaucoup aidé. On a presque terminé. Il y a une question, c'est pas tout à fait une question, mais un petit peu, notamment autour de certaines stratégies, certains outils qui ne sont pas pris en charge, c'est-à-dire qui ne sont pas remboursés, notamment. Alors, l'activité physique, ça va peut-être arriver un jour, c'est encore pas totalement optimal quand même, mais ça devrait arriver. Acupuncture, massage, probiotiques, etc. Alors la question c'est comment faire ? Comment faire pour avoir accès à ces... C'est une vraie perle pour ça, parce qu'on a parfois accès à ces choses-là aussi par l'intermédiaire de l'hôpital. Je sais que moi, je connais des services, par exemple, qui font de l'acupuncture, de la réflexologie, etc. Mais c'est vrai, je suis d'accord, c'est très cher. Moi, étant étudiante,
Pour savoir le salaire des étudiants en médecine, 300 € par mois, bon c'est compliqué, les thérapies complémentaires, on va pas se mentir, mais c'est vrai que c'est un coût et malheureusement pour le moment il n'y a pas trop d'avancées sur le sujet, mais on espère. Oui, c'est sûr que pour l'instant c'est un peu compliqué parce que la discussion avec la preuve aussi, il faut toujours des niveaux de preuve importants pour qu'ensuite les autorités veuillent bien rembourser une technique qui aurait été prouvée. Et même les techniques prouvées, parce que finalement l'hypnose qui a été longtemps le jour où on a montré que sur l'imagerie cérébrale il se passait des choses en état d'hypnose, tout d'un coup c'est devenu un truc génial, alors que évidemment ça fait très longtemps que ça existait. Eh bien c'est toujours pas remboursé non plus finalement, donc la psychothérapie, souvent on nous dit d'avoir une psychothérapie d'accompagnement dans les centres de la douleur. Au final, si on ne les faisait pas ensemble, moi par exemple je ne pourrais pas, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc bien sûr, c'est une limitation de l'accès aux soins. On est plus ou moins égalitaire, parce qu'il faut aussi savoir que le handicap est une grosse cause de précarité, parce qu'on travaille moins. Donc au final, on gagne moins. Et donc c'est un cercle vicieux aussi. Et malheureusement, ça, je veux dire, à part le constater, on est un peu dépourvu. On n'a pas grand-chose à dire. Très bien. Moi, il y a une dernière chose. Là. C'est pas vraiment... Je sais pas... C'est pour vous ou c'est pour Analgesia en fait. Pourquoi n'y a-t-il pas un téléthon de la douleur ? Ah oui, nous on en parle beaucoup entre patients. En tout cas, moi dans l'association, il y en a plein qui me disent « Ah mais fais un truc comme ça, organise des événements, t'aimes bien faire des événements, vas-y !» Un doloton, un algoton. Ouais, mais totalement. Faire un truc joyeux autour de la douleur et en même temps récolter des fonds pour la recherche. Et c'est pour ça que nous, on est super heureux de collaborer avec l'Institut Analgesia, mais aussi avec Compare, qui réunit des patients pour s'investir dans la recherche. Parce qu'en fait, la recherche, c'est aussi porteur d'espoir pour nous. Moi, je pense vraiment qu'on en a besoin. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait espérer énormément, parce que, en fait, souvent, je me dis, je peux pas vivre comme ça toute ma vie. Mais quand je vois des protocoles qui émergent, la dernière fois, j'étais à l'hôpital, quand la médecin m'a regardée et m'a dit, oui, vous savez, on va lancer un protocole pour les douleurs post-opératoires, on va voir avec votre médecin si on peut vous rentrer dedans. Franchement, mes yeux se sont illuminés. Je me suis dit, ouais, ça peut aider un petit peu à aller mieux. Et la recherche a besoin d'argent, donc oui, on aurait besoin de ça, il faudrait le faire. Et on y arrivera, je pense, un jour tous ensemble. C'est à la fois les institutions comme l'Institut Analgesia, la SFETD, le CNRD, mais aussi les associations, nous en tant que patients, les chercheurs. C'est dur de trouver de l'argent dans notre monde à l'heure actuelle, mais la recherche, c'est incroyable et on a vraiment besoin. Et de toute façon, tous les médecins qui sont professeurs aujourd'hui font de la recherche aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui... Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. La recherche, on en a besoin et pour nous, c'est hyper... En tout cas, pour moi, en tout cas, je ne me verrais pas vivre s'il n'y avait pas l'espoir de la recherche. Et en même temps, la recherche en douleur chronique, c'est très compliqué, parce que c'est tellement intriqué avec les émotions et le comportement qu'à évaluer, c'est très compliqué. Il y a quand même on a un peu notre petit téléthon, nous, quand même. À Analgesia, je fais de la pub, voilà, mais on a depuis 3 ans, au mois de juin, ce qu'on appelle c'est un événement qui s'appelle Alive et qui a lieu sur je sais pas comment on dit, sur un canal qui s'appelle Twitch. Vous connaissez tous Twitch, évidemment. Moi, il y a 3 ans, je ne connaissais pas. Parce que, Twitch, c'est la télé des jeunes, c'est la nouvelle télé des jeunes. Les jeunes n'ont plus la télé. Ils regardent leur téléphone, leur tablette, etc. Enfin, les jeunes, oui, c'est ça. Enfin, parce que c'est. C'est has-been de dire ça. Tu connais pas Camille ? Si, mais c'est marrant de faire un peu la différence entre les deux. Non, mais parce que c'est comme ça que des fois ils présentent. Moi, j'ai découvert ça et en fait, ce sont des chaînes de télévision personnelles en fait qui sont développées au départ beaucoup par des jeunes qui plus des jeunes souvent, mais qui vieillissent, qui sont des gamers, qui jouent aux jeux vidéo. Et qui se filment en train de jouer, ou qui se filment en train de parler, qui créent des émissions. Samuel Etienne, que vous connaissez sûrement, a une chaîne sur Twitch et fait des revues de presse sur Twitch, par exemple, avec des millions de vues régulièrement. C'est un système parallèle à la télévision classique, qui est par Internet, je crois que c'est Amazon qui est derrière, en fait. Et on peut créer. Donc, sur ce système-là, on a créé, en partenariat avec une école de gaming à Lyon, qui s'appelle le Gaming Campus. On l'a créé il y a 3 ans, un événement qui s'appelle le Live. Et cet événement, c'est un événement caritatif qui dure 52 heures. Et pendant 52 heures, non-stop, il y a un plateau avec des joueurs et des acteurs de cette Twitch qui viennent, qui animent et qui font tomber de l'argent comme ça, avec tous les gens qui les regardent.
Alors, il y a parfois dizaines de milliers de personnes qui suivent. Ça ne s'arrête pas, ça nous permet de lever pas mal d'argent. On a levé combien cette année? 140 000. Et juste une question. C'est pas le Téléthon, on est d'accord, mais c'est un début. Moi justement, pour une question, c'est pourquoi au final la douleur c'est pas si médiatisé que ça. On en parle très peu à la télé. Moi je me suis rendu compte qu'en fait il a fallu que je crée une association pour rencontrer d'autres patients. Et c'est vrai que ces levées de fonds il y en a, mais au final moi avant de rencontrer l'Institut Analgesia je n'en avais jamais entendu parler. Et je me dis, c'est une question que je me pose parce qu'il y a quand même de plus en plus de professionnels de la douleur, mais au final beaucoup partent à la retraite aussi malheureusement. Mais je veux dire, pourquoi c'est si tabou en fait dans notre société de parler de douleur? Je n'ai pas la réponse, hein, mais souvent je me pose la question. Ça peut être à la fois tabou, ça peut être vrai, que la douleur peut être tabou, parce qu'il y a aussi une culture autour de la douleur qui consiste à dire, bon, on a mal, mais c'est normal d'avoir mal, voilà, c'est normal de souffrir, hein, ça les femmes le connaissent bien, plus que les hommes, je pense, ce type de phrase. Et chez les hommes, c'est normal de ne pas dire qu'on souffre. Aussi, hein, la même stupidité, évidemment, mais voilà. Et donc, il y a des choses comme ça qu'il faut battre en brèche, qu'il va falloir bousculer de plus en plus. Alors, ça arrive aussi très très lentement. Et puis, il y a peut-être trop de patients douloureux, il y en a tellement qu'en fait, il y a une forme de banalisation parfois de la douleur. C'est normal d'avoir mal au dos, c'est normal, alors c'est pas normal, mais finalement, voilà, on n'a pas l'impression, c'est pas identifié comme quelque chose de très précis, comme certaines pathologies, où il y a parfois que 100 000 patients, 200 000, 50 000 patients en France, dont on entend beaucoup plus parler. Et tant mieux pour eux. Et franchement, moi je remercie vraiment les médecins qui s'investissent là-dedans. Quand je vois la SFETD, tout ce qu'ils font, même au Sénat, etc. Moi, quand je vois des professionnels de santé aussi porter notre voix, ça fait du bien parce qu'on sait que le patient ne peut pas changer les choses tout seul. Et vraiment, moi je les remercie pour ce qu'ils font parce qu'en fait, je me dis, ça fait aussi avancer la prise en charge. Leur diplôme aide à ça, ils ont des études derrière. Et vraiment, je me dis, c'est vraiment ensemble qu'on arrive à faire changer les choses. C'est lent, mais ça arrive. Oui, exactement. C'est lent, il faut s'accrocher, mais ça arrivera. Voilà. Il faut être patient. Les patients sont patients, c'est ce que je vois tous les jours. Parfois, ils sont impatients, mais ils ont raison d'être impatients aussi. Hein. C'est ce qui nous fait bouger un peu plus aussi, un peu plus vite. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'apparemment, il y a l'alarme qui va se déclencher, donc vous êtes prêts, tout le monde doit partir en courant à ce moment-là. Merci à toutes les trois. Merci Noémie, merci Camille, merci Violette pour avoir fait cette table ronde, pour nous avoir présenté vos parcours, pour être venus nous voir jusqu'à Clermont-Ferrand. Merci à tous et à tous d'avoir participé, posé vos questions et d'être venus. Demain, 10h, à Courlon, il y a une marche avec l'association de Violette, Move as Possible. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir marcher. 10h au plan d'eau de Courlon. Bonne soirée, rentrez bien chez vous.